Entre les XIe et XVe siècles, les châteaux médiévaux d'Europe étaient des symboles absolus de pouvoir et de protection, avec des murailles atteignant 3 mètres d'épaisseur et des tours s'élevant à 30 mètres de hauteur. Mais la réalité à l'intérieur de ces forteresses était brutale. Même avec des cheminées allumées, la température intérieure dépassait rarement 5 degrés Celsius pendant l'hiver. Les nobles dormaient dans des lits entourés de lourds rideaux pour retenir la chaleur corporelle, tandis que les serviteurs mouraient d'hypothermie dans les couloirs de pierre. Le taux de mortalité dû au froid à l'intérieur des châteaux atteignait 15% lors des hivers les plus rigoureux. Prépare-toi à dormir en écoutant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente depuis quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Imaginez-vous réveillé en sursaut, le visage fouetté par un air si glacial qu'il semble vous mordre les poumons. Vous êtes au cœur d'une forteresse de pierre en plein hiver, et votre premier ennemi n'est pas l'assaillant aux portes, mais le lieu même qui est censé vous protéger. L'architecture majestueuse du château, conçue pour résister aux armées, se révèle être une piège à froid d'une redoutable efficacité, où chaque élément de défense se retourne contre le confort et donc contre la survie de ses occupants. Le problème fondamental réside dans les matériaux. Ces murs imposants, ces tours fières, sont bâtis en pierre. Une pierre massive, extraite localement, souvent très dure, mais dépourvue de toute propriété isolante. Bien au contraire, la pierre possède une capacité thermique remarquable. Elle absorbe la température ambiante avec une lenteur et une constance implacables. Durant l'automne, elle emmagasine progressivement le froid des nuits de plus en plus longues. Et une fois le cœur de l'hiver installé, toute cette masse, pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur, devient un gigantesque réservoir de glace. Elle ne produit pas de froid, bien sûr, mais elle le stocke et le restitue sans relâche, rayonnant une fraîcheur humide et pénétrante vers l'intérieur des pièces. Toucher un mur en hiver équivalait à poser la main sur un bloc de glace. Et cette sensation ne quittait jamais les habitants. Cette masse froide est partout. Les fondations plongent dans une terre gelée. Les murs s'élèvent pour former des remparts et des salles voûtées. Les plafonds sont hauts, parfois immenses dans la grande salle. Et cette hauteur sous plafond joue un rôle néfaste. L'air chaud, plus léger, monte. La maigre chaleur produite par un feu de cheminée ou par la présence humaine va donc s'accumuler sous les voûtes à plusieurs mètres de hauteur, laissant la zone où les gens vivent, mangent et dorment dans un air stagnant et froid. Cette stratification thermique est un désastre pour l'efficacité de tout chauffage. Même si vous parvenez à réchauffer l'air autour de vous, il s'échappe aussitôt vers le haut, aspiré par les grands volumes. Vous luttez constamment contre la physique élémentaire du lieu. L'architecture défensive aggrave encore le phénomène. Prenez les fenêtres, ou plutôt leur absence. Les véritables ouvertures sont des faiblesses stratégiques. Alors, on les réduit au strict minimum des meurtrières, ces fentes verticales étroites conçues pour tirer à l'arc ou à l'arbalète. Elles sont efficaces pour la défense, mais catastrophiques pour le confort thermique. Leur but n'est pas de laisser entrer la lumière ou l'air, mais de permettre le tir. Résultat, elles laissent passer des filets d'air glacés en permanence. De véritables courants d'air coupants qui sifflent à travers la pierre. Lorsqu'il existe des fenêtres plus larges, dans les appartements seigneuriaux par exemple, elles sont rarement vitrées avant la fin du Moyen-Âge. On utilise des volets de bois, des panneaux de parchemin huilé ou de fines plaques de corne. Ces matériaux offrent une certaine translucidité, mais une isolation quasi nulle. Ils vibrent sous le vent, laissent passer l'humidité et le froid, et ne constituent en aucun cas une barrière étanche. La nuit, il faut les fermer, plongeant la pièce dans un noir absolu et un froid encore plus concentré, mais en espérant bloquer un peu les courants d'air. Le froid ne vient pas seulement de l'air, il monte aussi du sol. Les sols des salles basses et des couloirs sont souvent en terre battue, parfois en dalles de pierre posées directement sur le sol naturel. Aucun isolant, encore une fois. La fraîcheur du sol remonte inexorablement, refroidissant les pieds, puis les jambes, et contribuant à cette sensation d'humidité glaciale permanente. Même dans les pièces à l'étage, le plancher de bois, s'il existe, est mince et disjoint, l'air froid des salles inférieures s'engouffre entre les planches. Marcher pieds nus est inconcevable, et même chaussé, le contact avec le sol est une source constante de déperdition de chaleur corporelle. L'architecture du château semble ainsi avoir été pensée pour être en contact direct avec toutes les sources de froid, la terre, l'air extérieur, le ciel, et elle les conduit à l'intérieur avec une redoutable efficacité. L'humidité est l'autre grande fléau indissociable de la pierre.
Les murs, particulièrement épais, sont poreux. Ils absorbent l'humidité de la pluie, de la neige fondante et la restituent lentement à l'intérieur sous forme de suintement. Dans certaines salles peu ventilées, les murs peuvent littéralement suinter, goutter. Cette humidité ambiante est un multiplicateur de froid. Un air humide et froid conduit la chaleur beaucoup plus rapidement qu'un air sec. Il vous dérobe votre chaleur corporelle de façon bien plus efficace, créant une sensation de froid pénétrant, celui qui vous rentre dans les os. Les vêtements, même en laine, absorbent cette humidité ambiante. Ils deviennent lourds, froids et mettent des jours à sécher si jamais ils y parviennent. Les tapisseries accrochées aux murs, destinées à orner mais aussi à tenter d'isoler un peu la paroi froide, peuvent moisir par leur envers en contact avec la pierre humide. L'odeur qui en résulte est caractéristique, un mélange de moisi, de fumée âcre et de renfermé. Cette humidité constante abîme aussi les provisions, favorise les rhumatismes et les maladies pulmonaires. Elle rend tout contact désagréable. S'asseoir sur un banc de pierre adossé au mur est une épreuve. Toucher un objet métallique comme la poignée d'une porte ou un chandelier peut être douloureux tant le métal conduit rapidement le froid jusqu'à la peau. L'architecture ne prévoit aucun système de drainage de cette humidité intérieure. Aucune ventilation mécanique, bien sûr. La seule aération vient des courants d'air incontrôlés, des portes que l'on ouvre, des cheminées qui tirent. On se retrouve donc dans un dilemme constant, fermé le plus possible pour se protéger du courant d'air extérieur, au risque de concentrer l'humidité et les miasmes, ou bien aérer légèrement, et laisser entrer des bouffées d'air glacial. La disposition même des pièces aggrave l'inconfort. Les chambres, souvent situées dans les tours, sont des pièces rondes ou semi-circulaires, encastrées dans l'épaisseur des murailles. Elles sont difficiles à chauffer, exposées au vent de tous côtés. Les couloirs qui y mènent sont des tunnels de pierre sombres et froids. Les latrines, lorsqu'elles existent sous forme de petits sièges en saillie sur la muraille avec un vide en contrebas, sont des sources d'air glacial remontant du puits. Chaque passage, chaque escalier en colimaçon devient un conduit à froid. La vie se concentre donc dans le plus petit espace possible, généralement la grande salle, où l'on peut tenter de concentrer les sources de chaleur. Mais même là, le volume est tel que l'efficacité est limitée. Finalement, le château fort en hiver est une énorme éponge de pierre, gorgée d'humidité et de froid, donc l'inertie thermique est écrasante. Une fois que le froid est installé dans la masse des murs, aux alentours de la Saint-Martin, il est pratiquement impossible de l'en déloger avant le printemps. Tous les feux, tous les brasiers, tous les corps humains réunis ne parviennent qu'à créer de minuscules bulles de chaleur temporaires et locales, à quelques mètres d'une cheminée ou sous les lourdes courtines d'un lit. Dès que l'on s'éloigne de cette bulle, le froid omniprésent vous enveloppe à nouveau. Cette bataille est perdue d'avance. L'énergie nécessaire pour réchauffer ne serait-ce qu'une salle de dimension moyenne serait colossale, bien au-delà des capacités en bois de chauffage d'un domaine. Alors on s'adapte. On vit dans cette froideur. On l'accepte comme un état normal. Le corps se tend, les épaules se remontent en permanence, les mains cherchent la chaleur des aisselles ou se glissent sous les braies. La nuit, le défi devient encore plus grand. Le feu baisse, les braises s'éteignent et le froid, qui n'était jamais parti, reprend possession de l'espace avec une rapidité déconcertante. La pierre restitue alors toute la fraîcheur accumulée durant la journée et la température peut chuter de manière vertigineuse. Les stratégies pour y faire face sont donc avant tout défensives et individuelles, car l'architecture, elle, est une alliée du froid. On ne lutte pas contre les murs, on tente de s'en isoler. C'est la raison d'être des lourdes tapisseries, des tentures, des rideaux de lit épais. Ils ne servent pas qu'à l'intimité ou au décor, ils tentent désespérément de créer une barrière entre le corps et la paroi de pierre rayonnante de froid. On se regroupe, on serre les lits, on partage la chaleur corporelle. L'architecture impose sa loi sociale. Ceux qui ont le privilège de dormir dans des pièces avec une cheminée ou dans des lits à courtines ont un bien meilleur taux de survie. Les autres, soldats de garde, servants, dorment dans les cuisines sur les cendres tièdes, dans les écuries près de la chaleur animale, ou pire, dans les recoins des tours, complètement exposés à la morsure de la pierre. Le château en hiver est donc un microcosme où le froid exacerbe les inégalités. Il dessine une carte de la souffrance et du privilège. Les murs épais protègent des flèches, mais pas du gel. Les tours élevées offrent une vue imprenable sur l'ennemi, mais aussi sur les vents les plus violents. Les donjons, symbole ultime du pouvoir, sont souvent les endroits les plus froids et les plus inhospitaliers.
Cette emprise du froid architectural a bien sûr évolué avec les siècles. On a fini par comprendre qu'il fallait rompre avec cette logique de la pure défense pour introduire une once de confort. Les cheminées se sont perfectionnées, avec des conduits intégrés au mur pour mieux récupérer la chaleur. On a créé des pièces plus petites, plus faciles à chauffer, comme le solar des demeures anglaises. On a surélevé les planchers, créé des sous-sols ventilés, utilisé davantage de bois dans les constructions résidentielles, mais pour le château fort classique, celui des XIIe et XIIIe siècles, le problème était structurel. Sa force était sa faiblesse. Sa puissance intimidante le rendait hostile à la vie en hiver. Survivre à une nuit dans un tel lieu ne relevait donc pas d'un simple désagrément, mais d'une véritable épreuve de résistance physique. Chaque pierre, chaque fente, chaque volume d'air vous rappelait que la nature, canalisée par l'architecture humaine, était l'adversaire le plus constant et le plus impitoyable. Le matin, en se réveillant engourdi, avec la buée de son souffle visible en permanence, la première victoire de la journée était déjà là, avoir tenu bon contre le froid qui venait des murs mêmes de son propre refuge. Cette expérience forguait les corps et les mentalités, instaurant une relation au monde où la dureté était la norme et où la recherche de la chaleur était une préoccupation centrale, dictant les déplacements, les regroupements et les hiérarchies sociales au sein de la forteresse de pierre. Alors, face à cette froideur minérale qui émane des murs eux-mêmes, vers quoi se tourne-t-on ? Vers la seule source de chaleur visible, le point lumineux dans la pénombre glaciale, l'immense cheminée. Elle trône dans la grande salle, monumentale, sculptée parfois, promettant par ses flammes dansantes un salut bienvenu. Mais c'est ici que le fossé entre notre imaginaire moderne et la réalité médiévale se creuse profondément. Cette cheminée que nous voyons dans les films, symbole de convivialité et de chaleur réconfortante, était en réalité un système de chauffage notoirement inefficace, capricieux et même dangereux. La physique simple d'un foyer ouvert est impitoyable, le feu a besoin d'air pour brûler. Cet air, il l'aspire de la pièce elle-même, un air déjà glacial. Et la chaleur produite, étant plus légère, suit le même chemin que la fumée, elle monte directement dans la gueule béante de la cheminée et se perd à l'extérieur. On estime que jusqu'à 9/10 de la chaleur générée par le bois qui brûle part ainsi en fumée, littéralement. Vous pouviez avoir un feu impressionnant, crépitant, et pourtant grelotté à quelques mètres à peine, car la majeure partie de l'énergie thermique s'envolait par le toit. La sensation était donc celle d'une chaleur intense, mais très localisée, une bulle extrêmement réduite. De face, vous aviez le visage et le torse qui rôtissaient, au point que la peau pouvait devenir sèche et douloureuse, mais dans votre dos, l'air restait glacial, créant un choc thermique constant. Tourner le dos au feu était une épreuve, et cette chaleur rayonnante ne pénétrait pas l'air ambiant de la salle. Elle ne réchauffait pas les murs, ni les coins éloignés. Elle créait un microclimat frustrant, une sueur pouvait perler sur votre front, tandis que vos orteils engourdis restèrent pris dans le froid humide du sol de pierre. Pour tenter de capter un peu plus de cette chaleur fugitive, on se serrait très près du foyer, dans un espace restreint. Les places les plus proches du feu étaient un des marqueurs sociaux puissants, réservés aux seigneurs, à sa famille et aux invités de marque. Un serviteur ou un simple homme d'armes ne pouvait espérer s'en approcher, se contentant de la zone froide à l'ombre de la chaleur. La cheminée, en plus d'être inefficace, dessinait donc une géographie sociale très stricte au sein de la pièce. Le deuxième cauchemar, intimement lié à cette inefficacité, était la fumée. Une cheminée médiévale tirait mal, surtout par temps de pluie, de neige ou lorsque le vent était dans une certaine direction. La conception des conduits était rudimentaire, souvent trop large à la base et mal dimensionnée. Résultat, une partie importante de la fumée, au lieu de s'échapper proprement, refluait dans la pièce. Elle s'accumulait sous les hauts plafonds voûtés, formant un épais brouillard âcre et piquant qui irritait les yeux, déclenchait des quintes de toux et emplissait les poumons de particules nocives. Les murs et les plafonds des salles chauffées étaient noircis par la suie sur des décennies, une patine grasse et sombre qui témoignait de cette pollution constante. L'air que l'on respirait dans ces espaces supposés être les plus confortables était en réalité vicié, chargé de gaz et de fumée. La nuit, lorsque le feu baissait et que les braises rougeoyaient, cette fumée moins visible mais tout aussi présente pouvait causer des maux de tête tenaces au réveil. Vivre avec un feu ouvert signifiait vivre avec les yeux qui pleurent et la gorge qui gratte en permanence. Pour alimenter ce monstre vorace et peu gratifiant,
Il fallait une ressource précieuse et épuisable, le bois. La quantité nécessaire pour maintenir ne serait-ce qu'un feu modeste durant les longs mois d'hiver était astronomique. Il ne s'agissait pas de quelques bûches sympathiques, mais de troncs entiers, sectionnés, fendus et stockés dans des conditions souvent humides. La collecte du bois de chauffage était une activité majeure de l'économie domaniale, mobilisant des serfs et des bûcherons. C'était un travail dur, dangereux, surtout en hiver. Et ce bois représentait une valeur économique considérable. On ne le gaspillait pas. Même pour un seigneur riche, le bois était rationné. On allumait le feu à des heures précises, on le laissait baisser la nuit. On utilisait du bois de qualité inférieure, plus fumant, pour les périodes de moindre activité. Pour la majorité des habitants du château, les soldats et la domesticité, l'accès à ce bois était strictement contrôlé. Se chauffer était un privilège qu'il fallait mériter par son rang ou son service. Dans les dortoirs communs ou les postes de garde, le feu était souvent minuscule, un simple brasero aux braises maigres ou carrément absent. La monumentalité de la cheminée dans la grande salle était aussi un rappel de la puissance du Seigneur. Lui seul pouvait se permettre d'entretenir cette source de chaleur aussi dispendieuse. Cette quête désespérée de chaleur engendrait des risques permanents, transformant chaque nuit en un équilibre précaire entre réchauffement et danger de mort. Le danger le plus évident était l'incendie. Les étincelles jaillissant d'un feu mal contrôlé pouvaient atterrir sur les joncs secs répandus sur le sol, sur les fourrures ou les vêtements de laine, sur les courtines de lit en tissu lourd. Un embrasement rapide était toujours une menace dans un univers de bois, de paille et de tissu. Les châteaux brûlaient régulièrement, et l'hiver, avec l'usage intensif du feu, était une saison à haut risque. Mais un danger plus insidieux guettait l'intoxication au monoxyde de carbone. Dans les pièces petites, mal ventilées, où l'on cherchait à conserver la chaleur en bouchant toutes les entrées d'air, la combustion incomplète du bois dans un brasero ou même dans une cheminée qui tirait mal pouvait dégager ce gaz inodore et mortel. Des familles entières ont pu s'éteindre silencieusement dans leur sommeil, sans que l'on comprenne la cause, attribuant parfois ces morts mystérieuses à un air vicié ou à un mauvais sort. La frontière entre la stratégie de survie et le risque mortel était incroyablement mince. Utiliser un réchaud en terre cuite rempli de braise pour réchauffer les draps d'un lit à courtine était une pratique courante mais terriblement périlleuse. Finalement, la grande cheminée monumentale était donc une illusion. Un symbole de puissance et de rassemblement social, oui, mais un outil de chauffage défaillant. Elle consommait une énergie précieuse avec une prodigalité insultante pour un résultat thermique médiocre et inégal. Elle empoisonnait l'air tout en promettant le réconfort. Elle dictait l'organisation sociale de l'espace et la répartition des ressources. Elle était au cœur de la vie domestique, mais aussi au cœur d'un paradoxe plus. Vous tentiez de lutter contre le froid en concentrant la chaleur, plus vous créiez de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux périls. Après une longue veillée à se partager la chaleur parcimonieuse du foyer, le moment du coucher était une retraite vers un autre front. On quittait de la bulle relative de la cheminée pour traverser des couloirs glacials et gagner des chambres où la température n'était guère plus clémente. La nuit, la lutte changeait simplement de terrain, passant de la chaleur rayonnante et fugace des flammes à la chaleur métabolique du corps, qu'il fallait préserver à tout prix dans l'obscurité hostile. La cheminée, si imposante soit-elle, ne pouvait rien contre l'obscurité et le silence gagnant la grande salle une fois le feu baissé, laissant la pierre reprendre ses droits et le froid, lentement, s'insinuer partout jusqu'au petit matin. Elle était un bref répit, un spectacle de lumière et de vie, mais pas une solution. La vraie bataille se jouait ailleurs, dans l'intimité des lits clos et dans l'endurance pure des corps enveloppés de couches de laine humide, à attendre que le jour et peut-être un nouveau feu reviennent. Ainsi, même lorsque le feu de la cheminée crépitait, une autre menace, plus insidieuse et plus pénétrante que la simple fraîcheur de l'air, travaillait inlassablement les corps et les esprits. Cette menace, c'était l'humidité. Si le froid sec peut être combattu, contenu, le froid humide est un adversaire d'une autre trempe, un fantôme glacé qui vous enveloppe et vous sape jour après jour, nuit après nuit. Dans un château médiéval en hiver, l'humidité n'était pas un phénomène occasionnel, c'était un état permanent, une condition de vie omniprésente et presque tangible. Elle provenait de partout à la fois. Des murs de pierre d'abord, ces mêmes murs qui stockaient le froid. La pierre, poreuse, était gorgée d'eau.
Les pluies automnales, les neiges fondues, les brouillards persistants avaient lentement imbibé la maçonnerie massive, et en hiver, cette eau ne pouvait s'évacuer. Elle stagnait dans l'épaisseur de la paroi, et par un lent processus de condensation et de capillarité, elle suintait vers l'intérieur. On pouvait voir, dans les salles les plus basses ou les moins ventilées, des zones sombres et luisantes sur la pierre, des traces de salpêtre, voire de véritables filets d'eau ruisselant le long des joints. Toucher un mur, c'était sentir une froideur humide, une sensation désagréable et visqueuse qui collait à la peau. Le sol était une autre source majeure. Dans de nombreuses parties du château, le sol était en terre battue, directement posé sur le sol naturel. En hiver, la terre gelait, mais lors des redoux ou dans les zones abritées, elle dégelait partiellement, devenant une boue froide et compacte qui exhalait une humidité constante. Même les sols dallés de pierre n'y échappaient pas. La pierre posait à même la terre, transmettait l'humidité du sol, et la condensation y formait souvent un mince film glacé. Marcher dessus rendait les semelles de cuir mouillées, et le froid montait rapidement le long des jambes. L'air lui-même, confiné dans des pièces mal aérées où vivaient et respiraient des dizaines de personnes, devenait saturé de vapeur d'eau. Chaque respiration expulsait un nuage de buée dans l'air froid, et cette humidité exhalée par les poumons se condensait immédiatement sur toutes les surfaces froides, les murs, les armures, les vitres inexistantes. On vivait dans une atmosphère continuellement moite, un brouillard froid et stagnant que les feux de cheminée, en créant des mouvements d'air chaud, agitaient sans jamais le dissiper. Les conséquences de cette humidité permanente sur la sensation de froid étaient brutales, bien pires que ce qu'un thermomètre moderne pourrait indiquer. La physique est simple, un corps humain perd sa chaleur jusqu'à 25 fois plus vite au contact d'un milieu humide et froid que d'un milieu sec et froid. L'eau est un excellent conducteur thermique. Ainsi, l'humidité ambiante agissait comme un véritable siphon à chaleur corporelle. Elle pénétrait des vêtements, même les plus épais. La laine, le matériau le plus utilisé, a des propriétés isolantes remarquables, à condition de rester sèche. Une fois humide, elle perd l'essentiel de son pouvoir isolant, devient lourde, froide et met un temps interminable à sécher. Porter un manteau de laine imprégné d'humidité ambiante était comme porter une compresse glacée en permanence sur le dos. Les vêtements ne séchaient tout simplement pas. On les portait jour après jour, nuit après nuit, dans un état constamment humide. Le seul répit venait peut-être de la chaleur corporelle qui, au contact direct du corps, pouvait réchauffer très localement la couche de tissu la plus interne, mais dès que l'on bougeait, l'air froid s'engouffrait et la sensation de moiteur glacée revenait aussitôt. Cette humidité ne se contentait pas de refroidir, elle pourrissait, elle dégradait, elle rendait malade. L'environnement intérieur du château en hiver était un paradis pour les moisissures et les champignons. Ils proliféraient sur les murs, dans les coins obscurs, à l'arrière des lourdes tapisseries, qu'on accrochait justement pour lutter contre le froid des pierres. Ils s'installaient dans la paille des paillasses, sur les couvertures de laine, sur les réserves de nourriture. Une odeur âcre de moisie, de renfermé et de pourriture douceâtre se mêlait à celle de la fumée et de la sueur, créant une puanteur caractéristique que les habitants ne remarquaient peut-être plus, mais qui devait être écœurante pour un visiteur neuf. Cette atmosphère était dévastatrice pour la santé. Les problèmes rhumatismaux et les douleurs articulaires étaient endémiques, le froid humide s'insinuant dans les jointures, les raidissant, les faisant gonfler et souffrir atrocement. Les gens devaient se déplacer avec une raideur permanente, des génuflexions douloureuses, des mains déformées par l'arthrite précoce. Pire encore étaient les maladies pulmonaires. Respirer un air froid, humide et chargé de spores de moisissures et de fumées irritantes était une invitation aux infections. Bronchites, pneumonies, pleurésis sévissaient sans répit. La tuberculose, le mal de roi, trouvait un terrain de propagation idéal. La toux était le bruit de fond constant de la vie hivernale dans le château. Une cacophonie de quintes sèches et de râles humides qui résonnaient dans les couloirs et les salles. Un simple rhume que notre corps bien nourri et au sec combattrait en quelques jours pouvait dégénérer en infection pulmonaire fatale pour un organisme affaibli par la sous-alimentation hivernale et constamment stressé par le froid. L'humidité rendait aussi les plaies plus longues à guérir, favorisait les infections cutanées et la gangrène, notamment pour les gelures aux extrémités, qui étaient infréquentes. Au quotidien, cette omniprésence de l'humidité transformait chaque geste, chaque moment de repos en une épreuve sensorielle désagréable. S'asseoir sur un banc de pierre ou de bois était une expérience glaciale et humide. S'allonger sur une paillasse, même recouverte d'un drap de lin,
signifiant sentir la paille moisie et froide à travers le tissu. Prendre un objet en métal, une coupe, une arme, un ustensile, vous brûlez littéralement les doigts car le métal, excellent conducteur, semblait amplifier le froid humide et le transférer instantanément à la peau. Le sommeil lui-même en était profondément affecté. Les couvertures, lourdes et humides, offraient une sensation de poids plus que de chaleur. Il fallait un temps considérable pour réchauffer par la seule chaleur du corps l'espace confiné sous les courtines du lit, et cette chaleur produisait encore plus de condensation sur les tissus à l'intérieur du baldaquin. On se réveillait souvent avec la couverture légèrement humide au toucher et l'air vicié et moite qu'on avait respiré toute la nuit. L'humidité était également un ennemi psychologique. Elle imprégnait tout, physiquement et mentalement. Elle donnait une sensation d'inélégance, de saleté inévitable, d'impossibilité de se sécher ou de se réchauffer véritablement. Elle contribuait à la morosité, à l'impression d'être emprisonné non seulement par les murs, mais par un élément froid et gluant qui collait à la peau. Elle expliquait en partie l'attrait obsessionnel pour le feu, même inefficace devant les flammes. On pouvait au moins assécher son visage et ses mains pour quelques instants volés, sentir une chaleur sèche, si rare sur la peau. Lutter contre l'humidité était une bataille perdue d'avance. On pouvait tenter de s'isoler avec des pots, de la paille sèche, des tapis, mais tôt ou tard, l'humidité ambiante finissait par les imprégner. C'était un front de guerre permanent et silencieux, qui usait les corps autant que les esprits. Contrairement au froid sec qui peut provoquer une réaction vive, un grelottement tonique, le froid humide engendre un engourdissement profond, une léthargie triste, une sensation d'abandon aux éléments. C'est pourquoi, dans les récits et les chroniques, le froid de l'hiver médiéval est si souvent décrit comme pénétrant, mordant, comme une présence maléfique qui s'infiltre partout. Cette présence, c'était celle de l'humidité, l'alliée la plus fidèle du froid, transformant la forteresse de pierre en une cave glaciale où chaque souffle se voyait, où chaque étoffe était froide au toucher, et où la santé se dissipait aussi sûrement que la chaleur dans les épais murs ruisselants de condensation. C'était un environnement qui ne vous gelait pas d'un coup, mais qui vous trempait, vous transperçait et vous usait lentement, faisant de chaque nuit une immersion dans un monde où le sec n'existait tout simplement pas, où la seule chaleur vraiment fiable était celle, si fragile et si coûteuse que l'on produisait soi-même, et qu'il fallait préserver contre l'assaut constant et silencieux de l'air chargé d'eau glacée. Face à cette humidité glaciale et à l'inefficacité du feu, la première ligne de défense, la plus intime et la plus constante, c'était le corps lui-même et ce qu'on lui faisait porter. On oublie souvent que la technologie la plus cruciale pour survivre à un hiver médiéval n'était pas dans l'architecture, mais dans le vestiaire. Se vêtir n'avait rien d'une question de mode ou de simple pudeur, c'était une opération de survie quotidienne, un harnachement contre les éléments. Le principe de base était simple, brutal, même emprisonner une couche d'air chaud autour du corps et l'y maintenir coûte que coûte. Pour cela, une seule méthode, l'empilement, la superposition de couches. Mais contrairement à nos vêtements techniques modernes, légers et respirants, chaque couche était un poids, une entrave, un fardeau qu'il fallait supporter du lever au coucher. La couche de base, pour ceux qui en avaient une, était une chemise de lin. Le lin absorbant avait l'inconvénient de retenir l'humidité de la sueur contre la peau, mais c'était souvent le seul tissu disponible en contact direct avec le corps. Par-dessus, on enfilait une tunique de laine, plus ou moins épaisse et fine selon le statut. Puis venait un surcot, une sorte de robe plus large, souvent aussi en laine, parfois doublée. Pour les travaux extérieurs ou pour les soldats, on ajoutait peut-être un gant de bison, une veste matelassée rembourrée de lin ou de coton, lourde déjà en soi. Et par-dessus tout cela, pour sortir ou pour affronter les salles froides, un manteau, une cape ou une houppelande, des pièces amples et longues, toujours en laine épaisse ou, pour les plus fortunés, doublées de fourrure. Chaque pièce était ample, car l'aisance permettait à la couche d'air de rester emprisonnée. Mais cela signifiait aussi que les vêtements flottaient, accrochés et tout, et limitaient les mouvements. Se vêtir pour la journée était une séquence lente, méthodique, presque ritualisée, et une fois habillé, on était engagé dans une armure molle et encombrante. La laine était la reine incontestée de ce système. Elle était cardée, filée et tissée localement, avec des qualités variables. Sa grande vertu était son pouvoir isolant, dû à la structure frisée des fibres qui piègent l'air. Mais, et c'était le drame, ce pouvoir s'effondrait quand la laine se mouillait. Comme on l'a vu, l'humidité ambiante était constante. La laine absorbait cette humidité comme une éponge, devenant progressivement lourde, froide et moins efficace. Elle mettait des heures, parfois des jours, à sécher complètement,
surtout dans une atmosphère saturée. Porter un manteau de laine humide était épuisant, le poids supplémentaire tirait sur les épaules et la sensation de froid humide contre le dos ou les bras était tenace. On vivait donc dans un équipement qui, en théorie, était une protection, mais qui, en pratique, était souvent une seconde peau glaciale qu'on ne pouvait pas retirer. Pour l'élite, la solution ultime était la fourrure. Les doublures en peau d'animaux, renards, loups, castors, et pour les plus riches, hermine ou ver étaient le summum du luxe et de l'efficacité isolante. La fourrure agit comme un isolant exceptionnel parce que les poils emprisonnent une épaisse couche d'air sec. Mais là encore, le fardeau était considérable. Une robe doublée de fourrure était extrêmement lourde. Elle contraignait la posture, limitait les gestes rapides et devait être d'une chaleur étouffante dans les moments rares où l'on se trouvait près d'un feu intense. C'était un vêtement de statut, mais aussi de sédentarité. On ne courait pas. On ne combattait pas aisément dans une lourde houppelande doublée de peau. Et même la fourrure pouvait subir les effets de l'humidité si les poils s'aplatissaient et se mouillaient, leur efficacité diminuait. L'entretien de ces peaux, pour éviter les mites et l'odeur de renfermé, devait être un souci constant. Pour la majorité des habitants du château, soldats, artisans, servants, cette technologie de pointe était hors de portée. Leur système d'isolation était fait de rebuts et de réparations. Des tuniques de laine grossière, rudes contre la peau, souvent rapiécées avec des morceaux d'autres tissus. Des manteaux courts et minces, usés jusqu'à la corde. Le principe des couches restait, mais avec des matériaux de bien moindre qualité et en quantité insuffisante. Leur principal défi était de garder leurs vêtements secs, mission presque impossible quand on dormait dans des dépendances froides et humides, ou qu'on travaillait à l'extérieur. La nuit, beaucoup devaient endormir avec toutes leurs couches de vêtements, voire avec leurs manteaux, afin de bénéficier du poids des tissus qui, même froids, donnaient une illusion de chaleur et de protection. Le simple fait de posséder un changement de vêtements, ne serait-ce qu'une chemise de rechange, était un privilège rare. On vivait donc dans la même laine moisie, suante et humide semaine après semaine. Les extrémités étaient un des points critiques. Les mains et les pieds souffraient terriblement. Les gants existaient, souvent en cuir ou en laine tricotée, mais ils étaient un peu pratiques pour le travail et s'humectaient rapidement, perdant toute isolation. La solution la plus commune était de rentrer les mains sous les aisselles, dans les plis du manteau, ou de les serrer contre son propre corps pour les réchauffer avec la chaleur du torse. Pour les pieds, c'était pire. Les chaussures étaient généralement des souliers en cuir, assez souples, mais non imperméables. Ils laissaient passer l'humidité du sol, et le cuir, une fois mouillé, restait froid et mettait une éternité à sécher. On utilisait des chausses, sortes de bas en tissu ou en laine, mais là encore, l'humidité les traversait. Les pieds étaient constamment froids, humides, et c'était une source majeure d'inconfort et de danger. Le pied de tranchée, cette lésion due au froid humide constant, devait être commun, menant à des engourdissements, des douleurs, des infections et, dans les pires cas, à la gangrène. Marcher pouvait être une souffrance. Le système avait aussi des failles béantes. Il n'y avait rien pour couper le vent. Une brise glaciale s'engouffrait par les ouvertures des vêtements, par le col, par les manches, annulant d'un coup l'isolation soigneusement emprisonnée. On serrait les ceintures, on remontait les capuches, on croisait les bras, mais le vent trouvait toujours un passage. Il n'y avait pas non plus de système d'évacuation de la transpiration. Sous toutes ces couches, lors d'un effort ou même simplement en se rapprochant d'un feu, le corps transpirait. Cette humidité, produite cette fois de l'intérieur, se condensait ensuite dans les couches de vêtements dès que l'on s'éloignait de la source de chaleur, contribuant au cycle infernal du mouillé et du froid. Se déshabiller, même partiellement, était un risque. Retirer une couche dans une pièce froide signifiait une perte de chaleur instantanée et un contact direct de l'air humide avec les vêtements déjà humides de transpiration. On restait donc emmitouflé en permanence. Le poids psychologique de cet équipement était immense. Porter en permanence 10, 15, parfois 20 kilos de tissus humides et froids est épuisant. Cela pèse sur le moral autant que sur les épaules. Cela rend chaque geste plus lent, plus laborieux. Cela vous rappelle à chaque instant la présence hostile de l'hiver. La liberté de mouvement était considérablement réduite. Les enfants, les personnes âgées ou faibles devaient être encore plus vulnérables, écrasés par le fardeau de leur propre protection. La toilette, déjà minimaliste en hiver, en était encore plus compliquée. Changer de chemise, une opération rapide et simple pour nous, devenait une manœuvre stratégique périlleuse dans le froid, exposant le corps nu à l'air glacial pendant de précieuses secondes. On comprend alors pourquoi la saleté s'accumulait.
Pourquoi les parasites prospéraient? L'enjeu n'était pas la propreté, mais la conservation désespérée d'une bulle de chaleur précaire. Finalement, ce système de chauffage corporel était une solution imparfaite, lourde et épuisante. Il ne permettait pas de se réchauffer, mais seulement de ralentir la déperdition de la chaleur que le corps produisait à grands coûts métaboliques. C'était une lutte défensive, une retraite continue vers l'intérieur de sa propre garde-robe. Lorsque la nuit tombait et que l'on quittait la salle commune pour des chambres encore plus froides, le dernier acte de cette stratégie vestimentaire se jouait. On ne se déshabillait pas, ou très peu. On gardait ses chausses, sa chemise, parfois sa tunique, et on se glissait sous les couvertures avec tout cela. Le sommeil venait alors dans le poids des laines humides, avec l'espoir que la chaleur du lit, ce microclimat créé à plusieurs, parviendrait à réchauffer, ne serait-ce qu'en surface, l'épais tissu de la chemise et à procurer enfin, pour quelques heures de repos volé, une sensation de sécheresse relative. Le vêtement n'était plus alors une barrière entre le corps et le monde, il était devenu le monde lui-même, un cocon froid et lourd dont on ne pouvait s'échapper jusqu'au matin. Ainsi, vêtu de ces multiples couches de laine humide, on atteignait le point critique de la journée, le moment où toute l'énergie se concentrait sur une seule mission: traverser la nuit sans succomber au froid. Ce n'était pas vers un simple meuble que l'on se dirigeait, mais vers une véritable capsule de survie, la dernière forteresse à l'intérieur de la forteresse, le lit. Pour la noblesse, le lit n'était pas un simple endroit pour dormir, c'était une machine thermique complexe, une architecture miniature conçue avec un seul but: contraire la physique impitoyable de la chambre froide. Le lit à baldaquin, avec ses colonnes de bois massif et ses lourdes courtines, n'était pas une fantaisie décorative. C'était un dispositif ingénieux de rétention de chaleur. Une fois les rideaux tirés, il formait une tente quasi hermétique autour des dormeurs, une barrière de tissu épais, souvent en velours, en brocart ou en laine grossière, qui isolait cette petite bulle d'air de l'immensité glaciale de la pièce. À l'intérieur de cette enceinte, la stratégie changeait. Il ne s'agissait plus de se protéger du froid par des couches passives, mais de piéger et de recycler activement la chaleur produite par les corps eux-mêmes. Le métabolisme humain est une source de chaleur constante, et ce lit-capsule était conçu pour en faire le meilleur usage. L'air expiré, chargé de chaleur et d'humidité, ne pouvait pas s'échapper rapidement. Il s'accumulait sous le ciel de lit, réchauffant progressivement l'espace confiné. Les couvertures lourdes, souvent rembourrées de laine ou de plumes, ajoutaient qu'une couche d'isolation par le haut. Le matelas lui-même jouait un rôle. Pour l'élite, il pouvait être un sac de toile rempli de plumes, un isolant remarquable mais qui avait tendance à s'aplatir. Pour la plupart, c'était une paillasse remplie de paille, de foin ou d'herbes séchées. Ces matériaux, en créant des poches d'air, offraient une certaine isolation du sol froid, mais ils se tassaient rapidement, nécessitant un remuage et un rembourrage fréquents pour conserver leur efficacité. Le partage du lit était une pratique de survie absolument normale, dictée par la nécessité thermique. Un seigneur et sa dame dormaient ensemble, bien sûr, mais il n'était pas rare que leurs enfants, même plus âgés, partagent la même couche par grand froid. On pouvait aussi y trouver des serviteurs de confiance, des gardes du corps ou des invités. Plus les corps étaient nombreux sous les courtines, plus la température dans la capsule montait. C'était une question de physique simple et de pragmatisme brutal. La pudeur et l'intimité moderne n'avaient pas leur place face à l'urgence de maintenir une température viable pour éviter l'hypothermie. Cette promiscuité imposée était un fait de la vie hivernale, une mesure de bon sens qui transcendait les strictes barrières sociales dans l'intimité de la nuit. Mais cette capsule de chaleur avait ses défauts majeurs, ses inconforts extrêmes. Premièrement, l'air à l'intérieur. En quelques heures, il devenait vicié, saturé de l'humidité expirée par les dormeurs, mêlée aux odeurs des corps rarement lavés, de la vieille sueur dans la laine des vêtements de nuit, et parfois des relents des poses de chambre discrètement conservés à proximité. Respirer cet air épais et chaud pouvait être étouffant, mais ouvrir une fente dans les rideaux laissait immédiatement s'engouffrer un filet d'air glacial, un rappel brutal du monde extérieur. Deuxièmement, l'humidité condensait. La chaleur des corps rencontrait la froideur des rideaux en tissu qui n'étaient pas chauffés. La condensation se formait donc sur la face interne des courtines. Les toucher par inadvertance pendant la nuit provoquait un choc, une surface froide et moite, presque gluante, dans cet environnement autrement chaud. Cette humidité finissait par imprégner les couvertures à leur bord. Pour ceux qui avaient accès à cette technologie, le rituel du coucher était élaboré. On utilisait parfois un chauffe-lit,
Un récipient en métal ou en terre cuite rempli de braise que l'on passait entre les draps pour en chasser le froid initial avant d'y entrer. Une pratique risquée, source de brûlures et d'incendies, mais jugée nécessaire. Une fois dans le lit, on se serrait, on ajustait les couvertures, on tirait les rideaux avec soin pour sceller l'ouverture. Les premiers instants étaient encore froids, les draps humides, mais peu à peu, l'effet de fournaise humaine se faisait sentir. Pour la noblesse, cette capsule était un sanctuaire. Mais il faut se représenter ce que vivait la grande majorité des habitants du château. Les soldats de garde, les servants, les artisans n'avaient pas de tels lits. Ils dormaient où ils pouvaient. Souvent dans la grande salle, une fois les seigneurs retirés sur la paille fraîche répandue sur le sol de pierre. Cette paille, humide des bottes et des débris, offrait une maigre isolation et était vite foulée. D'autres dormaient sur des bancs de bois, durs et froids, ou dans des recoins des cuisines près des fourneaux éteints, ou encore dans les écuries, profitant de la chaleur animale, mais aussi de l'odeur et des parasites. Dans ces conditions, la stratégie de la capsule thermique se réduisait à sa plus simple expression, le tas. On se serrait les uns contre les autres pour mutualiser la chaleur corporelle, sans aucune barrière de tissu contre l'air de la pièce. Le froid était direct, constant. S'endormir seul dans un coin était un risque mortel, car sans la chaleur partagée, le corps pouvait lentement se refroidir sans que la personne ne se réveille. Les morts silencieuses par hypothermie devaient être fréquentes parmi les plus faibles, les malades, les exclus. Le sommeil n'était donc pas un abandon réparateur, mais un état de vulnérabilité maximale où la vie dépendait de la chaleur collective et de la résistance intrinsèque de son organisme. Se réveiller au milieu de la nuit pour grelotter était la norme. Se lever avant l'aube, quand le froid atteignait son paroxysme, était une torture. Les muscles étaient raides, les jointures douloureuses, et la perspective de devoir quitter la relative chaleur de la paille ou des couvertures pour affronter la pierre glaciale du matin était un supplice quotidien. Le lit capsule des riches était ainsi le symbole ultime de l'inégalité face aux éléments. Tandis que le seigneur et sa famille pouvaient, dans leur bulle de tissu, créer un microclimat supportable, voire chaud, la plupart des habitants frissonnaient en groupe à la merci de la température ambiante. Cette différence n'était pas seulement un confort, elle avait un impact direct sur la santé, la résistance aux maladies et la simple capacité à récupérer. La qualité du sommeil devait être exécrable pour tous, mais de manière radicalement différente. D'un côté, un sommeil étouffant dans un air raréfié mais chaud, de l'autre, un sommeil haché par le froid, dans des positions inconfortables, avec le bruit constant des râles et des toux. Le matin venu, le rituel inverse s'engageait. Pour les privilégiés, sortir des courtines était un choc, même dans la chambre froide. Il fallait enfiler rapidement les couches de vêtements qui avaient passé la nuit sur un coffre, glacial et humide à l'extérieur, peut-être légèrement tiédi à l'intérieur de la pile. Pour les autres, se lever signifiait quitter immédiatement la maigre chaleur du groupe pour l'air libre, encore plus froid à cause de l'immobilité nocturne. Cette bataille pour la chaleur nocturne façonnait les rythmes de vie. Les nuits d'hiver étaient longues, très longues. On se couchait tôt, dès que la lumière disparaissait, car maintenir une chandelle ou un feu était coûteux. On passait donc de nombreuses heures dans cette obscurité totale ou quasi-totale, enfermé dans sa capsule ou serré contre ses compagnons d'infortune, à attendre le jour. Le sommeil n'occupait peut-être pas toute cette période. Il devait être entrecoupé de périodes d'éveil, de conversations chuchotées, d'écoute des bruits du château, des grincements du bois, du hurlement du vent dans les meurtrières. Le mental devait résister à cette claustrophobie pour les uns, à cette exposition pour les autres. Le lit, qu'il soit un baldaquin orné ou une botte de paille, était bien plus qu'un meuble. C'était le théâtre final de la lutte pour la survie thermique, un endroit où la technologie humaine, sous forme de tissu et de bois, et la biologie, sous forme de chaleur métabolique, s'alliaient dans un dernier effort pour tenir l'environnement à distance. Chaque nuit réussie, chaque matin où l'on se réveillait engourdi mais vivant, était une petite victoire sur l'hiver. Mais cette victoire avait un goût amer, car elle laissait le corps raide, l'esprit fatigué, et rappelait que le même combat recommencerait dans quelques heures, inéluctablement jusqu'au printemps. L'efficacité de la capsule relative était le meilleur compromis trouvé par l'époque, un compromis lourd de désagréments, mais qui faisait la différence entre la vie et la mort pendant les longues nuits de glace. Pour ceux qui n'y avaient pas accès, la vie tenait à un fil plus ténu, dépendant de la solidarité brute des corps serrés les uns contre les autres, dans un silence seulement troublé par le grincement des dents et le souffle court du froid.
Se réveiller, c'était d'abord sentir cette faim tenace, creuse, qui tiraillait l'estomac bien avant que la lumière ne perce les volets. Après une nuit passée à brûler des ressources précieuses pour ne pas glisser dans l'hypothermie, le corps réclamait son dû, car le combat contre le froid ne se jouait pas seulement avec des manteaux ou des couvertures, il se jouait en profondeur dans la fournaise interne du métabolisme. Maintenir une température corporelle viable dans un environnement aussi hostile exigeait une dépense énergétique colossale, constante. Chaque frisson, chaque contraction musculaire involontaire, chaque effort pour réchauffer l'air respiré était une calorie consumée. Le simple fait de rester immobile dans une salle à 10 degrés nécessitait bien plus d'énergie qu'une journée de travail modéré par temps doux. L'hiver médiéval, c'était donc une équation impossible de besoins caloriques exacerbés par le froid, face à une offre alimentaire qui, elle, s'effondrait littéralement. Dès la fin de l'automne, le monde se rétractait. Plus de jardins potagers, plus de vergers donnant des fruits frais, plus de lait en abondance. La nature entrait en dormance et avec elle, une grande partie de l'approvisionnement. La logistique moderne n'existait pas. On dépendait des réserves amassées pendant les mois d'abondance. Et ces réserves étaient limitées, souvent monotones et se dégradaient avec le temps. Le pilier de l'alimentation hivernale était le grain, aiguilles, orge, avoine, un peu de froment pour les plus riches. Ces céréales étaient stockées dans des greniers au risque des rongeurs, de l'humidité et des moisissures. On en faisait du pain, mais pas le pain croustillant et aéré que nous connaissons. Le pain d'hiver était souvent noir, dense, fait avec de la farine complète ou mélangée, parfois agrémentée de légumineuses ou même de son. Il cuisait lors de grandes fournées occasionnelles, car allumer le four communal était une entreprise coûteuse en bois. Ensuite, il durcissait, devenait une miche compacte qu'il fallait trancher à la hache ou ramollir dans la soupe. Il était la base, le calorie filler indispensable, mais sa valeur nutritionnelle était limitée, surtout en vitamines. L'autre grand classique était la bouillie. Un mélange de farine et d'eau ou de lait éventuellement fermenté, cuit longtemps dans un chaudron au-dessus du feu. C'était un aliment chaud, réconfortant, qui remplissait l'estomac et fournissait de l'énergie à court terme. Mais là encore, c'était une monotonie de tous les jours. Pour les protéines et les graisses, essentielles pour lutter contre le froid, on se tournait vers les produits conservés. La viande fraîche était un luxe rare, réservé aux grandes occasions ou aux tables seigneuriales. La majorité de la viande consommée en hiver était salée, séchée ou fumée. On tuait les animaux à l'automne, souvent parce qu'on ne pouvait pas les nourrir tout l'hiver. La viande était alors plongée dans du sel, un produit précieux, ou suspendue dans la fumée des cheminées. Le résultat était une chair dure, très salée, qu'il fallait faire tremper longtemps avant de la cuire et qui gardait un goût fort, parfois rance. Le poisson séché ou salé, comme la morue, était également une ressource cruciale, surtout les jours maigres imposés par l'Église, ce qui était fréquent. La chasse apportait un supplément, mais elle était aléatoire. Par grand froid ou sous la neige, le gibier se faisait rare, se cachait, et les expéditions de chasse étaient périlleuses et peu rentables. Un lièvre, un oiseau, était un des bonus bienvenus mais ne pouvait nourrir une communauté. Les légumes frais avaient disparu. On consommait des légumes racines stockés dans des caves, comme les navets, les panaises ou les carottes, mais ils se flétrissaient, perdaient leurs vitamines. Les choux parfois, conservés dans du sel, donnaient une sorte de choucroute rudimentaire. Les fruits se limitaient aux pommes et poires d'hiver ridées ou aux noix et noisettes gardées depuis l'automne. L'alimentation était donc profondément carencée en vitamines C et D, entre autres. Le scorbut et autres maladies de carence n'étaient pas rares à la fin de l'hiver. Le processus de cuisson lui-même était un défi. La grande cheminée de la salle principale, déjà inefficace pour chauffer, était le lieu principal de la cuisine. On y suspendait des chaudrons au-dessus des flammes, où on utilisait des trépieds pour poser des pots. Mais la chaleur était irrégulière, trop intense directement au-dessus du feu, insuffisante sur les côtés. Surveiller un ragoût demandait une attention constante pour éviter qu'il ne brûle ou ne déborde. Les fours étaient souvent situés dans un bâtiment séparé pour éviter les incendies, ce qui signifiait transporter les préparations dans le froid. Beaucoup d'aliments étaient donc consommés tièdes, voire froids. Imaginez manger votre bouillie de céréales ou votre morceau de viande salée à la température de la pièce, c'est-à-dire à peine quelques degrés au-dessus de zéro. Cela posait un problème physiologique majeur. Manger un aliment froid oblige le corps à dépenser de l'énergie pour le réchauffer à la température interne avant de pouvoir le digérer. Ainsi, un repas froid pouvait en réalité voler des calories à un organisme déjà en déficit, annulant une partie de son bénéfice nutritif. C'était un cercle vicieux absurde, on mangeait pour se réchauffer,
mais l'acte de manger refroidissait le corps. Pour les plus pauvres, les servants, les soldats, la situation était encore plus précaire. Leur ration était largement basée sur le pain et la bouillie avec un supplément de protéines très maigre. La viande salée était distribuée avec parcimonie. La bière faible, la petite bière brassée de maison, était une source de calories liquides et un moyen de boire une eau souvent plus sûre que les eaux de pluie, mais elle n'apportait pas une nutrition solide. Les différences sociales étaient criantes à table. Là où un servant se contentait d'une essuelle de bouillie et d'un quignon de pain noir, le seigneur pouvait avoir du pain de froment, de la viande fraîche de sa réserve de gibier, des pâtés et du vin épicé pour réchauffer le corps. Mais même pour lui, la variété était limitée. La monotonie pesait sur le moral. Manger devenait une fonction purement utilitaire, une recharge de combustible pour le fourneau corporel, sans plaisir gustatif réel, avec des saveurs dominées par le sel, le fumé et l'acidité de la fermentation. Cette malnutrition chronique, combinée au froid constant, était un mélange explosif pour la santé. Un corps sous-alimenté a moins de carburant pour produire de la chaleur. Il puise dans ses réserves de graisse, puis dans les muscles. L'affaiblissement est rapide. Le système immunitaire, déjà mis à mal par le froid et l'humidité, s'effondre. Une personne mal nourrie attrape plus facilement les infections respiratoires qui circulent et les supporte beaucoup moins bien. La guérison des plaies, des gelures est ralentie. La fatigue devient permanente, une léthargie qui s'installe, rendant chaque tâche, chaque garde, chaque déplacement une épreuve surhumaine. On se déplace moins, on reste prostré près des sources de chaleur, ce qui aggrave la faiblesse musculaire et la déprime. L'épuisement guette, et avec lui, la vulnérabilité à l'hypothermie finale. Un soir, on s'endort un peu plus affaibli, un peu moins capable de générer de la chaleur, et le cœur s'arrête tranquillement. La recherche de calories influençait aussi les comportements. On économisait ces mouvements inutiles. On cherchait des travaux à l'intérieur, près de la chaleur. La convivialité des repas, le partage d'une même écuelle autour du feu, prenait une importance vitale. C'était l'occasion de recevoir sa part, de se sociabiliser, mais aussi de profiter de la chaleur radiative du foyer pendant qu'on mangeait. Les festins occasionnels, les fêtes religieuses qui rompaient le jeûne, étaient des bouffées d'oxygène calorique et moral attendues avec impatience. Mais ces moments étaient brefs. Le reste du temps, la faim était un compagnon constant, un fond sonore à la lutte contre le froid. Elle affectait la concentration, l'humeur, la capacité à prendre des décisions. Un seigneur devait gérer ses réserves avec parcimonie, sous peine de voir ses gens dépérir ou se révolter. Le vol de nourriture était probablement un crime sévèrement puni, car il mettait en danger la survie collective. Finalement, l'alimentation hivernale au château était une course contre la montre, une lente déperdition. Chaque jour qui passait épuisait un peu plus les réserves, tandis que le froid, lui, ne faiblissait pas avant des mois. La fin de l'hiver, les fameux mois de la fin de février et mars, était la période la plus critique. Les greniers devenaient vides, le pain moisi, la viande salée était entamée depuis longtemps. On se rabattait sur tout ce qui pouvait être comestible, des racines gelées déterrées avec difficulté, des restes incongrus. La mortalité augmentait, frappant les plus faibles, les enfants et les personnes âgées. Survivre à une nuit n'était donc pas seulement une question de couverture et de feu, c'était aussi la résultante de ce qu'on avait pu avaler dans la journée. Un corps bien garni, même de nourriture simple, tenait mieux. Un corps affamé était condamné à brève échéance, quelle que soit la qualité de son manteau. Cette lutte pour les calories était le front invisible de la guerre contre l'hiver, un front où la défaite se préparait dans l'assiette, ou plutôt dans son insuffisance, bien avant de se manifester par un dernier frisson dans l'obscurité d'un dortoir glacé. C'était une bataille perdue d'avance chaque Aouané, une lente érosion des forces jusqu'à l'arrivée incertaine du printemps et de ses premières récoltes, un cycle épuisant qui scellait le caractère implacable de la saison froide. Cette faim, cette lutte pour chaque calorie, ne frappait pas de la même manière tout le monde sous le même toit de pierre. Car le château médiéval en hiver était une carte thermique parfaite de la hiérarchie sociale, un diagramme cruel où la distance au froid se mesurait en titre et en pouvoir. Survivre à la nuit n'était pas la même équation pour le seigneur dans sa chambre et pour le garde sur le rempart. Cette géographie du froid était peut-être la division la plus tangible et la plus impitoyable de toutes. L'accès à la chaleur, ou du moins à ses simulacres, était un privilège strictement réglementé, une monnaie plus précieuse que l'or par grand gel. Le centre de gravité thermique, le pôle de chaleur relative, était la grande salle avec sa cheminée monumentale. Y avoir accès après le coucher du soleil était une faveur.
Le seigneur, sa famille, ses invités de marque et peut-être quelques conseillers de confiance y passaient à la veillée. C'était le cœur social, mais aussi le cœur calorifique. Pour les autres, cet espace était interdit une fois les tâches de service terminées. Les serviteurs, les soldats de garnison, les artisans, les palefreniers devaient trouver refuge ailleurs, dans des zones tampons, des interstices du château qui étaient tout sauf chauds. Les cuisines, parfois adjacentes à la grande salle, étaient un lieu prisé. Même après l'extinction des feux de cuisson, la masse des fours en pierre et des âtres conservait une tiédeur pendant quelques heures. Mais y dormir signifiait s'allonger sur des sols graisseux parmi les déchets dans une odeur de graillons rances et de fumée, avec le risque des rats et des insectes. C'était chaud, mais insalubre. Les écuries étaient une autre option. La chaleur corporelle des chevaux, des bœufs, pouvait élever la température de quelques degrés par rapport à l'extérieur. L'air était épais de l'odeur du foin, du fumier et de la bête. Dormir là signifiait partager l'espace avec les animaux, leurs bruits, leurs parasites, mais pour un homme gelé, la chaleur animale était un bienfait pragmatique. Puis vinrent les espaces de dernier recours, les couloirs sombres, les recoins des escaliers en colimaçon, les salles de garde vides au pied des tours, les ateliers d'artisans sans feu. Ces endroits n'avaient aucun chauffage, souvent aucune fenêtre étanche, et les murs y étaient aussi froids et humides qu'à l'extérieur. C'est là que les moins bien lotis, les nouveaux venus, les exclus, devaient se débrouiller. Ils se regroupaient, serrés les uns contre les autres pour mutualiser leur chaleur, enveloppés dans leurs maigres couvertures, parfois simplement recroquevillés dans leurs manteaux de laine humide. La différence de traitement était criante. Là où le noble avait un lit à baldaquin avec des courtines de velours, des matelas de plumes et des couvertures fourrées, le servant avait, au mieux, un tas de paille sur un banc de pierre. Là où le seigneur se déplaçait enveloppé de fourrures précieuses, le garde grelottait dans un gambisson usé sous une cape trop fine. Cette inégalité face au froid n'était pas considérée comme une injustice, mais comme un ordre naturel des choses, une évidence. Le corps du seigneur qui devait être préservé pour gouverner, pour rendre la justice, pour mener la guerre, avait priorité sur tout. Le corps du servant était un outil, une ressource. Sa perte était regrettable d'un point de vue fonctionnel, comme la perte d'un cheval ou d'un bœuf de labour, mais pas tragique d'un point de vue humain au sens moderne. Les chroniques de l'époque rapportent parfois sobrement que les gardes ou des servants sont morts de froid pendant leur veille ou leur sommeil. Ces mentions sont factuelles, sans émotion apparente. C'était un risque du métier, une fatalité de la saison, un détail comptable. On remplaçait l'homme et on continuait. La mortalité par hypothermie dans la servitude pendant les hivers rigoureux devait être significative, surtout parmi les plus faibles, les malades, les blessés. Un serviteur âgé, un jeune garçon d'écurie mal vêtu, un soldat en sentinelle sur une courtine exposée au vent étaient en première ligne. Ils étaient littéralement en première ligne, car les postes de défense, justement, étaient les plus exposés aux éléments. Faire le guet sur le chemin de ronde, en haut d'une tour, par une nuit de vent et de neige, était une condamnation potentielle. Les engelures, les infections pulmonaires étaient le lot commun. Le froid faisait donc une sélection sociale et physique impitoyable. Il éliminait les plus fragiles parmi les classes basses, renforçant sans cesse l'idée que la force et la résistance étaient l'apanage des puissants, alors qu'en réalité, c'était surtout l'apanage de ceux qui avaient accès aux ressources. L'insensibilité à cette souffrance était telle qu'on rapporte des cas où des servants étaient retrouvés morts à leur poste, gelés, sans que cela ne provoque de remous particulier. On déplaçait le corps, on nettoyait l'espace, on désignait un remplaçant. La vie continuait. Cette froideur sociale, aussi glaciale que l'air des couloirs, est difficile à imaginer aujourd'hui. Elle s'explique par un contexte où la mort était omniprésente, où la vie avait une valeur relative très liée au statut et à l'utilité. Le servant était né pour servir, et si mourir de froid faisait partie des risques du service, alors c'était son destin. Cette mentalité permettait aux élites de jouir de leur confort relatif sans être troublées par la misère à quelques mètres de là, de l'autre côté de la lourde porte de la grande salle. Pour les habitants privilégiés du château, le froid était donc une nuisance, un inconfort à gérer. Pour les autres, c'était une menace active et constante, un prédateur silencieux dans l'ombre des torchères. Cette division créait deux expériences radicalement différentes de la même nuit, du même bâtiment. Le seigneur pouvait se plaindre du courant d'air sous la porte de sa chambre, tandis que son palefrenier luttait pour ne pas s'endormir dans le foin des écuries, de peur de ne jamais se réveiller. Cette géographie du froid affectait même les déplacements.
Un noble traversait les cours rapidement, bien emmitouflé pour aller de son appartement à la chapelle ou à la salle. Un servant devait effectuer de multiples allers-retours entre les zones froides et les zones tièdes, pour porter du bois, de l'eau, des messages, s'exposant sans cesse au choc thermique. Le sommeil, comme on l'a vu, en était totalement transformé. La qualité du repos, la capacité à récupérer étaient des luxes. Un serviteur épuisé par une nuit froide et inconfortable était moins efficace le jour, plus sujet aux accidents, à la maladie. C'était un cycle infernal, le froid affaiblissait. La faiblesse rendait plus vulnérable au froid. Cette injustice thermique était le fondement d'un système plus large. Elle matérialisait, de la manière la plus physique qui soit, la distance infranchissable entre les ordres de la société. Vous pouviez toucher la main gelée d'un servante, sentir le froid qui émanait de ses vêtements humides, et cela vous rappelait immédiatement votre propre position, votre accès au feu, à la fourrure, à la nourriture grasse. Ainsi, le château en hiver n'était pas un refuge égalitaire contre les éléments. C'était un filtre. Il protégeait farouchement le noyau du pouvoir, la lignée seigneuriale, en sacrifiant délibérément sa périphérie humaine. Les murs épais défendaient contre les ennemis extérieurs, mais ils enfermaient aussi un environnement intérieur où la sélection naturelle, canalisée par la structure sociale, opérait sans pitié. Survivre à la nuit pour un noble était une question de confort et de santé. Pour un servant, c'était souvent une question de vie ou de mort, un défi renouvelé chaque soir, où la solidarité brute avec ses compagnons d'infortune était le seul filet de sécurité. Cette réalité crue est essentielle pour comprendre la psychologie médiévale. Le froid n'était pas seulement un phénomène météorologique, c'était un agent social qui renforçait les hiérarchies, usait les corps des uns et préservait ceux des autres, et rappelait à chacun, à chaque grelottement, sa place immuable dans l'ordre du monde. L'hiver, dans sa rudesse, ne faisait que révéler et exacerber la rudesse des relations humaines à l'intérieur de la forteresse de pierre. La frontière entre la chaleur et la mort est incroyablement mince, et une fois la nuit tombée, cette frontière devenait floue, presque invisible, car les moyens désespérés pour échapper au froid transformaient le château en un piège aux dangers multiples où le remède pouvait tuer aussi sûrement que le mal. La nuit, dans l'obscurité à peine troublée par la lueur d'une braise ou d'une chandelle fumante, les périls changeaient de nature. Ce n'était plus seulement le froid qu'il fallait affronter, mais les conséquences directes et souvent violentes des stratagèmes utilisés pour le combattre. Le premier danger, le plus spectaculaire, était le feu. Un château médiéval était un amas de matériaux combustibles, la paille et des paillasses, les tapis de joncs sur les sols, les tentures aux murs, les lourdes courtines des lits, les coffres en bois, les poutres des plafonds. Au cœur de tout cela, on introduisait des sources de chaleur ouvertes et instables. Le brasereau était un des grands coupables. C'était un récipient en métal ou en terre cuite, sur des pieds dans lequel on mettait des braises prélevées dans la grande cheminée. On le transportait dans les chambres pour les tiédir avant le coucher, ou pire, on le glissait sous les lits ou à l'intérieur même de l'enceinte des courtines pour réchauffer les draps. Un geste maladroit, un coup de pied dans le sommeil, un courant d'air qui ravivait une braise, et des étincelles pouvaient jaillir, atterrissant sur la paille du matelas ou sur les draps de lin sec. L'embrasement était rapide et silencieux au début, une petite lueur qui prenait dans les plis des tissus, puis s'amplifiait soudain. Réveillés par la chaleur ou la fumée, les occupants, engourdis par le sommeil et peut-être par l'air vicié, avaient un peu de temps pour réagir. L'incendie dans un tel environnement, avec tout ce bois et ces textiles, était une catastrophe absolue, impossible à éteindre avec quelques seaux d'eau. Des familles entières ont péri ainsi, brûlées vives dans leur propre lit, victimes de leur quête de chaleur. Mais le feu ouvert de la cheminée, même dans la grande salle, était une menace permanente. La nuit, quand le feu baissait et n'était plus surveillé de près, une bûche mal placée pouvait rouler hors de l'âtre sur le sol de pierre recouvert de joncs secs. Lentement, la braise couvait, puis enflammait les herbes sèches. Le feu pouvait se propager aux bancs de bois, aux tapisseries, avant que quiconque ne s'en rende compte. Les chiens qui dormaient près du foyer, les servantes dans un coin, étaient les premières sentinelles, mais leur aboiement ou leurs cris pouvaient arriver trop tard. Les chandelles, ces minces sources de lumière, étaient tout aussi dangereuses. Posées sur un rebord de pierre, un coffre, un banc, elles pouvaient s'être renversées par un rongeur, par le vent soudain d'une porte ouverte, ou simplement basculer quand la cire fondue les déséquilibrait.
Une flamme libre dans une mer de matériaux inflammables chaque nuit était un pari contre cette probabilité. Un danger plus insidieux et donc plus terrifiant était l'asphyxie. Dans les petites pièces, les cellules de garde, les chambres des serviteurs, on utilisait parfois des brassereaux ou de petits réchauds pour obtenir un peu de chaleur concentrée. Pour que cette chaleur ne s'échappe pas, on calfeutrait les ouvertures sur une couverture devant la porte, des chiffons dans les fentes des fenêtres. La combustion du charbon de bois ou même du bois dans un espace mal ventilé est incomplète. Elle produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel. Silencieusement, il remplace l'oxygène dans l'air. Les dormeurs, déjà fatigués et affaiblis, ne sentent rien. Ils s'endorment plus profondément, tombent dans le coma, et leur cœur s'arrête. Le matin, on les trouvait parfois paisibles, comme endormis, sans trace de violence. À une époque qui ignorait tout de la chimie des gaz, ces morts étaient incompréhensibles. On les attribuait au mauvais air, à des vapeurs malfaisantes venues des marais, ou plus souvent à la sorcellerie ou à la colère divine, un maléfice invisible qui frappait sans distinction. La terreur de ce phénomène inexplicable devait planer sur les nuits où l'on utilisait ce genre de chauffage. Le sommeil lui-même, dans ces conditions, ne pouvait être profond. C'était un état de vigilance diffuse, entrecoupé de réveils pour se retourner, pour vérifier la position des braises, pour écouter les crépitements suspects. Se coucher signifiait confier sa sécurité à la stabilité d'un récipient de métal brûlant, à la solidité d'un support de chandelle, ou à la bonne ventilation d'une pièce que l'on avait obstruée par désespoir. Pour les servantes dormant dans la cuisine, le danger venait des fourneaux mal éteints ou des graisses qui pouvaient prendre feu. Pour les gardes dans leur guérite, c'était le petit feu de camp allumé à même le sol de pierre, dont les flamèches s'envolaient avec le vent. Chaque stratégie pour gagner quelques degrés de chaleur apportait avec elle son propre risque mortel. On marchait constamment sur une ligne de crête. D'un côté, l'hypothermie, lente et insidieuse, qui vous engourdissait jusqu'à l'arrêt cardiaque. De l'autre, l'incendie ou l'empoisonnement, rapide et violent. Le choix n'était pas entre le danger et la sécurité, mais entre différentes formes de danger. Cette réalité transformait la nuit en une épreuve psychologique supplémentaire. L'anxiété devait rôder, surtout pour ceux responsables des autres, la mère vérifiant que les enfants ne se sont pas approchés du foyer, le serviteur chargé de surveiller le feu de la salle pendant la nuit. Le simple bruit d'un craquement de bois dans la cheminée pouvait provoquer un sursaut. L'odeur de fumée, toujours présente, prenait une tonalité menaçante la nuit. Cette tension permanente usait les nerfs. Elle expliquait peut-être la réputation de mauvais sommeil et d'humeur noire pendant l'hiver. On ne pouvait jamais s'abandonner complètement au repos. Le corps était en alerte, même épuisé. Les rêves devaient être peuplés de sensations de chaleur excessive, d'étouffement, de lueurs menaçantes. Pour les plus riches, relativement mieux protégés dans leurs appartements avec des cheminées mieux construites, le risque était moindre, mais pas absent. Un serviteur maladroit pouvait renverser un chauffe-lit, une courtine pouvait balayer une bougie. La sécurité était une illusion relative. Pour les masses entassées dans les salles communes ou les dépendances, le risque était collectif. Un seul incident, une seule braise oubliée, pouvait décimer des dizaines de personnes endormies et piégées dans un espace confiné. La peur du feu était si viscérale qu'elle a dû influencer les comportements, ne pas trop approcher son lit du mur de bois, garder un seau de sable ou de d'eau à proximité si possible, désigner des veilleurs même pour le feu de la nuit. Mais dans l'urgence de la survie immédiate au froid, ces précautions devaient souvent être négligées. Quand on grelotte, la menace d'un incendie paraît abstraite et lointaine face à la morsure concrète et actuelle du gel. Ainsi, la nuit médiévale dans un château d'hiver n'était pas un temps de paix, mais un second front de bataille, plus sournois. Après le combat diurne contre le froid, l'humidité et la faim, venait le combat nocturne contre les protecteurs devenus assassins. Le sommeil n'était pas une trêve, mais une phase différente du conflit. Se réveiller au matin signifiait non seulement avoir survécu au froid, mais aussi avoir évité le brasier ou le gaz mortel. C'était une double victoire, chaque jour renouvelée, qui devait instiller un sentiment de fragilité extrême. La vulnérabilité humaine était exposée crûment pour échapper à la puissance élémentaire de l'hiver. Il fallait jouer avec d'autres forces élémentaires tout aussi incontrôlables, le feu et l'air vicié. Cette équation sans solution parfaite résume l'âpreté de la condition médiévale. La modernité a apporté des systèmes de chauffage fermés, des détecteurs de fumée, une compréhension des gaz. Mais à l'époque, chaque nuit d'hiver était un pari, un calcul risqué où l'on misait sa vie contre quelques heures de chaleur précaire.
dans l'espoir de voir l'aube se lever une fois de plus sur les pierres gelées, mais intactes. Se réveiller vivant, avoir évité le feu et les gaz, ne signifiait pas pour autant commencer la journée dans la fraîcheur et la propreté. Bien au contraire, la notion même d'hygiène telle que nous l'entendons était suspendue pendant les mois d'hiver, victime collatérale de la guerre contre le froid. Dans l'équation de la survie, se laver était un luxe dangereux, une activité qui pouvait coûter la vie, et elle était donc réduite à sa plus simple expression, voire totalement abandonnée. Imaginez la simple idée de prendre un bain en janvier dans une pièce de pierre où la température avoisine à peine quelques degrés. C'était une folie. L'eau tirée du puits était glaciale. La chauffer demandait une quantité astronomique de bois et de temps pour un bénéfice perçu comme nul, voire négatif. Mouiller son corps nu dans un tel environnement, c'était risquer un choc thermique immédiat. Une perte de chaleur corporelle si rapide que l'hypothermie pouvait s'installer en quelques minutes. Les bains étaient donc rarissimes, réservés aux plus riches et encore seulement dans des circonstances très particulières, souvent liées à la santé ou à un rituel social avant une grande fête. Pour l'écrasante majorité des habitants du château, du seigneur au dernier des valets, le bain d'hiver était une menace, pas un soin. La toilette se limitait au strict minimum, se laver le visage et les mains le matin. Mais même cela était une épreuve. L'eau dans la cruche ou le bassin laissé dans la chambre pouvait être partiellement gelée le matin. Il fallait casser la fine pellicule de glace à la surface ou attendre que le peu de chaleur de la pièce la fasse fondre. Se passer les mains et le visage avec cette eau glaciale était un réveil brutal, un choc qui coupait le souffle. On se séchait vite, très vite, avec un bout de tissu avant de se rhabiller immédiatement dans les vêtements de la veille. Le corps, sous ses multiples couches, était une zone interdite. Les vêtements de corps, les chemises de lin n'étaient pas changés. Ils restaient en contact avec la peau semaine après semaine, mois après mois. Ils absorbaient la sueur, la graisse corporelle, les cellules mortes. Ils devenaient raides, odorants, et formaient une couche additionnelle d'isolation, aussi répugnante soit-elle. Enlever sa chemise pour en mettre une propre, même si l'on en possédait une de rechange, signifiait s'exposer torse nu à l'air glacial le temps de l'échange. C'était une opération risquée, inconcevable pour beaucoup. On ajoutait des couches par-dessus, mais on ne retirait pas la base. La saleté s'accumulait ainsi, formant une barrière crasseuse mais peut-être un peu isolante contre le froid. Les poux, les morpions, les puces trouvaient dans cette accumulation de tissus, de coutures et de plis chauds un habitat idéal proliférant sans contrôle. Les cheveux n'étaient pas épargnés. Les laver demandait de les mouiller abondamment, ce qui laissait le cuir chevelu et la nuque humide pendant des heures, un risque intolérable de refroidissement. On les peignait peut-être, on les coiffait, on les couvrait d'un voile ou d'un chaperon, mais on ne les lavait pas. Les odeurs qui en émanaient, mêlées à la fumée de feu et à la sueur, devaient être tenaces. Pour les femmes, la gestion des cheveux longs sous des coiffes serrées devait être un calvaire de démangeaisons et d'inconfort. Les pieds, enfermés dans des chausses de laine humide et des souliers de cuir rarement retirés, étaient dans un état pitoyable. Macération, mycose, gerçure, infection. L'odeur des pieds, lorsqu'on retirait enfin ses chaussures dans l'intimité relative d'un coin de la salle commune, devait être âcre et puissante. L'environnement global du château en hiver amplifiait ce problème. L'air des salles chauffées et confinées, où des dizaines de personnes vivaient, transpiraient, toussaient, était saturé d'effluves. L'odeur de la laine mouillée et moisie se mêlait à celle des corps non lavés, à la fumée âcre, à l'haleine chargée, les problèmes dentaires étaient endémiques, aux relents de nourriture rance et aux excréments. Car les latrines, souvent simples trous dans des sièges de pierre au-dessus du vide, étaient des sources de froid et de puanteur, mais aussi de danger. Y aller la nuit, dans le noir, était une expérience redoutée. Beaucoup utilisaient probablement des pots de chambre, vidées le matin, mais dont l'odeur persistait dans les chambres, même sous le lit. Cette accumulation olfactive était telle que les habitants devaient en finir par s'y habituer, leur odorat s'émoussant, mais pour un visiteur extérieur, l'assaut devait être insoutenable. Les conséquences sur la santé étaient indirectes. Les problèmes de peau proliféraient d'eczéma, infections, gale, abcès. Les poux véhiculaient des maladies comme le typhus. Les infections oculaires, favorisées par la fumée et le manque d'hygiène des mains, étaient courantes. Les blessures, même mineures, s'infectaient facilement au contact de vêtements sales et d'un environnement chargé de bactéries. La saleté était un terreau fertile pour toutes les infections, affaiblissant encore des organismes déjà mis à mal par le froid et la mauvaise alimentation.
Le cercle vicieux était parfait, le froid empêchait l'hygiène, le manque d'hygiène favorisait la maladie, et la maladie affaiblissait la résistance au froid. Socialement, cette réalité créait une intimité forcée et crue. On vivait dans l'odeur des autres, constamment. On dormait serré contre des corps dont on sentait la sueur et la crasse. On partageait des écuelles et des coupes que l'on essuyait sommairement. La notion d'espace personnel, de bulle olfactive n'existait pas. Cette promiscuité sensorielle devait forger des liens particuliers, une forme d'acceptation résignée, mais aussi des tensions et des répulsions instinctives. Pour la noblesse, qui avait un peu plus accès à l'eau chaude et à des changements de linge, la distance avec la puanteur de la roture devait être un marqueur social supplémentaire. Un seigneur parfumé à l'herbe ou à l'encens, avec une chemise changée plus souvent, devait littéralement sentir son statut. Paradoxalement, cette crasse était parfois perçue comme une protection. Une couche de saleté sur la peau pouvait être vue comme un isolant supplémentaire contre le froid, une barrière. Se laver, c'était enlever cette barrière, s'exposer. Cette croyance, bien que fausse d'un point de vue sanitaire, renforçait le renoncement à la toilette. L'hiver imposait donc une régression hygiénique totale. On revenait à un état quasi animal, où la priorité absolue était la conservation de la chaleur interne, au mépris de tout le reste. La beauté, la fraîcheur, la senteur étaient-ils des concepts estivaux. L'hiver sentait le renfermé, le moisi, la sueur aigre et la fumée. C'était l'odeur de la survie, une odeur que nous avons totalement perdue aujourd'hui, mais qui emplissait les narines de chaque homme, femme et enfant du château, leur rappelant à chaque inspiration que l'hiver était une saison qui encroutait les corps autant que les esprits, les ensevelissant lentement sous les strates de leurs propres excrétions et de leur défense désespérée contre le gel. Cette réalité crue, bien loin des images romantiques de chevaliers et de dames, est un des aspects les plus concrets et les plus oubliés de la lutte pour la survie dans la pierre froide. Cette crasse, cette puanteur omniprésente, c'était le fond sonore olfactif d'une réalité plus profonde encore, l'épuisement mental. Car survivre au froid, c'était aussi une bataille psychologique, un combat contre l'isolement, le silence et une sensation d'enfermement sans fin. L'hiver dans le château n'était pas seulement froid et sombre, il était profondément, étrangement silencieux, d'une manière qui pesait sur l'esprit. L'été, les cours résonnaient des bruits de la ville et forgerons, les charpentiers, les marchands, les animaux, les enfants, les entraînements militaires. L'hiver, tout cela s'arrêtait. La vie se retirait à l'intérieur des murs et le monde extérieur devenait muet, recouvert de neige ou durci par le gel. Le silence n'était pas un silence paisible, mais un silence lourd, coupé seulement par des bruits qui, eux, rappelaient la dureté du moment. Le premier de ces bruits, c'était le vent. Il s'engouffrait dans les meurtrières, les archères, les passages de garde. Il ne sifflait pas, il hurlait. Un son aigu, persistant, qui variait en intensité mais ne cessait jamais complètement. La nuit, ce hurlement était la bande-son de l'insomnie, un rappel constant que dehors, le monde était hostile et que les murs, aussi épais soient-ils, n'étaient pas totalement étanches à cette voix gémissante. Parfois, le vent faisait vibrer les volets de bois, claquait une porte mal fermée, produisant des coups sourds qui résonnaient dans les couloirs vides comme des coupes de bélier. C'était la voix même de l'hiver, et elle parlait de froid. À l'intérieur, la symphonie était différente, mais tout aussi évocatrice de rudesse. Le bois des poutres, des planchers, des meubles massifs travaillait avec le froid et l'humidité. Il craquait, des craquements secs, imprévisibles, qui pouvaient en sembler venir de partout dans l'obscurité. Pour des esprits imprégnés de superstition, ces bruits pouvaient être inquiétants, attribués à des présences, à des esprits. Mais même pour les plus rationnels, c'était le son de la forteresse elle-même qui se rétractait, qui souffrait du froid. Le feu dans la cheminée crépitait et grondait, mais c'était un bruit localisé, lié à la fragile bulle de chaleur. Le bruit le plus constant, le plus humain, était la toux. Une toux sèche, rauque, grasse, qui venait des coins de la salle, des alcôves, des écuries. C'était le son de la maladie, de l'humidité dans les poumons, un rappel que le corps était le front le plus vulnérable. Cet isolement sonore s'accompagnait d'un isolement géographique total. Une fois les premières neiges tombées et les chemins rendus impraticables, le château devenait une île. Plus de messagers, plus de visiteurs, plus de nouvelles du monde extérieur. Ailleurs, les rares voyageurs qui s'aventuraient étaient des exceptions héroïques. Pour des semaines, voire des mois, la communauté du château ne savait rien de ce qui se passait au-delà de la vallée voisine. Les rumeurs couraient, déformées, une inquiétude sourde planait, et si un ennemi profitait de cet isolement, et si une épidémie ravageait le village voisin sans qu'on le sache,
Et si la famille, ailleurs, était en danger, cet isolement coupait les liens, les alliances, le commerce des idées. On vivait replié sur soi dans une micro-société où les tensions internes n'avaient plus d'exutoire. L'obscurité était l'autre grande prison. Les jours sont courts en hiver sous nos latitudes. Le soleil se lève tard et se couche tôt. La majeure partie de la vie se déroulait donc dans la pénombre ou sous un ciel bas et gris. Une fois la nuit tombée, l'obscurité était absolue, à part les quelques points de lumière des feux et des chandelles. Mais ces lumières étaient chères et dangereuses, on les économisait. On se couchait tôt, passer de longues heures éveillé dans le noir complet ou presque, c'était une épreuve pour l'esprit. L'imagination travaille, les peurs s'amplifient, l'obscurité rendait aussi tous les gestes quotidiens plus difficiles, plus périlleux. Se déplacer dans un escalier en colimaçon sans lumière était un risque de chute. Trouver un objet, accomplir une tâche simple, tout prenait plus de temps, demandait plus d'efforts. Cette lutte constante contre le manque de lumière contribuait à une fatigue visuelle et psychique. Le temps lui-même semblait changer de nature. Sans horloge précise, sans repères solaires clairs, le temps se dilatait, devenait une substance lourde et visqueuse. Les journées semblaient interminables dans leur monotonie, les nuits encore plus longues. On mesurait le temps non pas en heures, mais en corvées à accomplir avant que la lumière ne disparaisse, en repas frugaux, en sensations corporelles, l'intensification du froid à l'aube, le lent dégel des gouttières en milieu de journée si le soleil perçait. Chaque jour ressemblait au précédent. Cette routine glaciale, sans perspective de changement avant des mois, était démoralisante. L'attente du printemps devait être une pensée obsédante, mais tellement lointaine qu'elle en devenait presque abstraite. Dans ce contexte, la résistance mentale était une ressource aussi cruciale que le bois ou la nourriture. Le désespoir, la dépression, ce que nous appelons la dépression saisonnière, devaient frapper durement. L'impuissance face aux éléments, le sentiment d'être piégé dans une prison de pierres froides et humides pouvait briser les volontés. Pour les dirigeants, la tâche était de maintenir l'ordre, l'espoir, mais aussi de réprimer les conflits qui éclataient inévitablement dans une telle promiscuité sous tension. Pour les simples habitants, il fallait trouver des distractions minuscules, des jeux de dés, des histoires racontées près du feu, la musique simple d'un instrument, la prière répétitive. Mais ces distractions étaient limitées par le manque de lumière et d'énergie. Beaucoup devaient simplement se résigner, sombrer dans une léthargie silencieuse, une économie de gestes et de paroles pour préserver ses forces. Le silence du froid était donc bien plus que l'absence de bruit. C'était une présence négative, une empreinte psychologique. C'était le son de l'attente, de l'ennui, de l'anxiété diffuse. C'était le creux dans lequel résonnaient tous les petits bruits de la souffrance et de la décrépitude. Se retrouver seul, ne serait-ce que pour un moment, dans un couloir silencieux, avec seulement le hurlement du vent au loin, devait être une expérience profondément angoissante, un face-à-face avec la vulnérabilité de la condition humaine. Cette pression psychologique constante explique peut-être les explosions soudaines de violence, les conflits apparemment irrationnels, mais aussi les bonds de foi et les superstitions qui cherchaient à donner un sens, une raison à cette épreuve. L'hiver n'était pas une saison, c'était un état d'esprit. Une longue nuit de l'âme où il fallait, jour après jour, trouver en soi la force de simplement continuer, en espérant que le prochain craquement de poutre n'annonçait pas l'effondrement, que le prochain accès de tout n'était pas le dernier, et que la lumière finirait par revenir à l'extérieur comme à l'intérieur de soi. Cette bataille mentale, invisible, était la toile de fond de toutes les autres, et sa difficulté ne se mesurait pas en degrés, mais en courage usé, goutte après goutte, dans le silence glacial des longs mois d'hiver. Repousser le désespoir, tenir bon mentalement, était d'autant plus crucial que le corps, lui, était le champ de bataille direct d'un ennemi invisible mais omniprésent, la maladie. Le froid n'était pas seulement une sensation désagréable, c'était un vecteur de pathologie mortelle, un allié objectif de la souffrance et de la mort, dans un monde sans médecine efficace pour y faire face. L'hiver transformait le château en un hôpital de fortune où l'on soignait avec des prières et des saignées face à des maux qui tuaient silencieusement ou dans d'atroces souffrances. Le premier tueur, le plus sournois, était l'hypothermie. Elle ne frappait pas comme un coup d'épée, mais comme une vague de torpeur irrésistible. Elle guettait le garde oublié trop longtemps sur le chemin de ronde, transpercé par le vent, dont la vigilance se muait en engourdissement, puis en une étrange sensation de chaleur trompeuse avant que la conscience ne s'éteigne.
Elle menaçait le vieux servant endormi dans un coin humide des cuisines, dont le feu métabolique, déjà faible, se consumait lentement sans qu'il ne se réveille. Elle frappait l'enfant mal nourri, dont le petit corps ne pouvait plus produire assez de chaleur. La mort par hypothermie était une mort silencieuse, solitaire, souvent découverte au petit matin un corps recroquevillé, raide, le visage étrangement paisible. C'était une fin commune, presque banale et pourtant terrifiante dans son apparente douceur. Mais les maladies respiratoires étaient des grandes fauchaises, celles qui créaient un fond sonore permanent de toux et de râles. L'air que l'on respirait était un cocktail toxique froid, humide, chargé de fumée âcre, de poussière, de spores, de moisissures. Les poumons constamment agressés devenaient le siège d'infections brutales. La pneumonie était la plus redoutée. Elle pouvait emporter un homme robuste en quelques jours. Elle commençait par un frisson violent, une fièvre soudaine qui faisait claquer les dents, puis une douleur lancinante dans la poitrine, et une toux grasse, douloureuse, qui ramenait des glaires teintées de sang. Le malade brûlait de l'intérieur tout en grelottant, noyé dans ses propres sécrétions, luttant pour chaque bouffée d'air dans la pénombre fétide de sa couche. La bronchite chronique, la pleurésie sévissaient aussi. Et puis il y avait la tuberculose, le mal de roi qui profitait de la faiblesse générale et de la promiscuité pour se réactiver ou se propager. Une toux sèche, tenace, un amaigrissement progressif, des sueurs nocturnes qui trempaient les draps déjà humides, et une lente descente vers l'épuisement total. Ces maladies n'épargnaient personne, mais elles tuaient de manière disproportionnée les très jeunes, les vieux et les déjà affaiblis. La malnutrition dont on a parlé était le complice parfait du froid et des infections. Un corps sous-alimenté n'a pas les ressources pour fabriquer des anticorps, pour entretenir ses défenses. Un simple rhume, une bronchite légère pouvait dégénérer en infection pulmonaire foudroyante chez une personne carencée. Le manque de vitamines, notamment la vitamine C, conduisait au scorbut, même en hiver, avec ses saignements des gencives, sa fatigue extrême et la perte des dents. L'anémie, due à une alimentation pauvre en fer, rendait les gens pâles, faibles, encore plus sensibles au froid. C'était un cercle vicieux parfait. Le froid et la mauvaise nourriture affaiblissaient le corps. Le corps affaibli attrapait plus facilement les maladies respiratoires. Et ces maladies, en accélérant le métabolisme et en coupant l'appétit, aggravaient la malnutrition et la vulnérabilité au froid. On dépérissait à vue d'œil dans un lit qui sentait la fièvre et la mort. Les gelures ou engelures étaient les blessures directes du froid, le signe tangible de sa morsure. Elles touchaient les extrémités, les doigts, les orteils, le nez, les oreilles. Une exposition trop longue, surtout avec des vêtements humides, et la peau devenait d'abord rouge, douloureuse, puis blanche et insensible. Dans les cas graves, les tissus gelaient littéralement, mourant par manque de circulation sanguine. La gangrène s'installait alors, une pourriture noire ou verdâtre qui remontait du membre mort vers le corps vivant, dégageant une odeur infecte de chair putréfiée. La médecine de l'époque, face à cela, l'amputation, sans anesthésie efficace, avec des outils de menuisier ou de boucher, et une connaissance zéro de la sepsie. On cautérisait le moignon au fer rouge pour tenter d'arrêter l'hémorragie et purifier la blessure. Le choc, la douleur atroce et l'infection presque inévitable de la plaie faisaient que peu survivraient à une telle opération. Même une gelure moins sévère laissait des séquelles permanentes de douleurs articulaires, sensibilité extrêmée au froid, doigts déformés. Les estropiés par le gel devaient être un spectacle courant. Face à ce déferlement de souffrance, la médecine était impuissante, voire nuisible. Les médecins rares et chers se basaient sur la théorie des humeurs, un excès de pituite, flegme causé par le froid et l'humidité. Il fallait rétablir l'équilibre, le traitement principal était la saignée. On prélevait du sang, censé éliminer les humeurs en excès, affaiblissant encore davantage un malade qui avait besoin de toutes ses forces pour lutter contre l'infection. On prescrivait des purgatifs, des vomitifs, qui déshydrataient et épuisaient. On appliquait des cataplasmes d'herbes plus ou moins mystérieuses sur la poitrine. On priait, on invoquait les saints guérisseurs comme Saint Blaise pour la gorge. Les remèdes populaires, transmis oralement, mêlaient des éléments empiriques comme l'utilisation de certaines plantes à de la pure superstition. L'efficacité était le fruit du hasard, et la mortalité, surtout chez les plus faibles, devait être effrayante. Un château en hiver était donc bien plus qu'une forteresse assiégée par les éléments. C'était un lieu où la maladie rampait partout, profitant de chaque fissure dans la défense humaine et où les soins ressemblaient souvent à une agression supplémentaire. Cette omniprésence de la maladie et de la mort imminente façonnait la perception même de l'existence.
La mort n'était pas un événement rare ou scandaleux, mais un voisin familier, surtout pendant les mois sombres. On devait développer une certaine forme de résignation, un détachement nécessaire pour continuer à fonctionner. La perte d'un enfant, d'un parent, d'un compagnon d'armes était une douleur aiguë, mais aussi une routine tragique de la saison. Cette familiarité avec la mort n'enlevait rien à la souffrance, mais elle forgeait une mentalité où la vie s'était perçue comme précaire, où survivre à l'hiver était en soi une victoire miraculeuse. Cette atmosphère pesante de maladie latente contribuait aussi à l'isolement psychologique. La peur de la contagion devait être présente, même si mal comprise. On évitait peut-être de trop s'approcher de celui qui toussait de manière inquiétante. L'odeur de la maladie, ce mélange de sueur fiévreuse, d'expectoration et de chair gangrenée, s'ajoutait au bouquet nauséabond de l'air confiné. La nuit, dans l'obscurité, le moindre râle, la quinte de tout lointaine, rappelait à chacun que le corps était une forteresse fragile, que les murs de pierre ne protégeaient pas de l'ennemi intérieur. Et lorsque la mort frappait, le corps devait être évacué rapidement, souvent déposé dans une chapelle froide en attendant que le sol gelé puisse être creusé pour une sépulture. La mortalité hivernale devait laisser son empreinte dans les registres paroissiaux, une longue liste de noms succombant entre la Saint-Martin et Pâques, témoins silencieux d'une bataille perdue chaque année contre le froid et ses terribles complices. Cette proximité constante avec la maladie et la mort rendait d'autant plus cruel le fait que chaque élément conçu pour vous protéger des hommes vous trahissait face aux éléments, car le château, machine de guerre par excellence, était une catastrophe thermique par inadvertance. Chaque innovation défensive, chaque trait d'architecture destiné à arrêter l'assaillant, se retournait comme un boomerang glacé contre ceux qui vivaient à l'intérieur. Prenons l'exemple le plus évident, les archères, ces fentes verticales étroites, percées dans les murs des tours et des remparts. Leur fonction était parfaite pour la défense. Elle permettait à un archer de viser avec un arc ou une arbalète avec un angle de tir important, tout en n'offrant qu'une cible minuscule à l'ennemi. Mais physiquement, une archère n'est rien d'autre qu'un tube de pierre ouvert sur l'extérieur. En hiver, elle se transforme en un conduit parfait pour le vent. Le vent ne se contente pas de passer à côté, il est canalisé, accéléré par l'effet Venturi, et s'engouffre dans la fente pour se précipiter à l'intérieur de la salle ou du couloir avec la force d'un coup de poignard glacé. C'était un courant d'air concentré, direct, qui rendait toute pièce dotée d'archères pratiquement impossible à chauffer. Les postes de tireurs, les salles de garde dans les tours étaient donc des pièges à froid. Rester là pour surveiller était une torture, et toute chaleur produite par un petit feu ou un brasero était immédiatement balayée par ce flux d'air continu. L'archère, symbole de la défense active, était une trahison thermique quotidienne. Les portes et les herses représentaient un autre point de défaillance majeure. Pour résister aux béliers et aux feux ennemis, les portes étaient d'une épaisseur formidable, faites de planches de chêne massif renforcées de bandes de fer. Elles étaient lourdes, difficiles à manœuvrer, et surtout, elles ne pouvaient jamais offrir une étanchéité parfaite. Entre le battant et le mur de pierre, sous la porte elle-même, des interstices subsistaient. La nuit, quand le vent soufflait dans la cour ou contre le mur, il s'engouffrait dans ces interstices, produisant des sifflements sinistres et des courants d'air froid qu'on appelait des courants d'air traître. Ces filets d'air glacé traversaient des salles, venant lécher les chevilles des occupants, anéantissant les efforts pour réchauffer un espace. La herse, cette grille de fer coulissante dans des rainures, était encore pire. Même abaissée, elle laissait passer l'air de partout. Elle était une barrière psychologique contre l'invasion, mais une passoire thermique parfaite. Le hall d'entrée, le corps de garde, et c'était souvent l'endroit le plus froid du château, un véritable sas glacial où l'on stationnait le moins de temps possible. Ainsi, les éléments qui scellaient le château le rendaient aussi invivable en hiver, créant des zones de non-confort au point de passage obligé. Les chemins de ronde et les haudes en bois aggravaient le problème. Pour surveiller les abords et défendre les murs, les soldats devaient patrouiller sur des chemins de ronde à ciel ouvert en haut des remparts ou sous des halls, ces galeries de bois en surplomb. Ces postes étaient totalement exposés aux intempéries. Le vent y soufflait sans obstacle, balayant la plateforme, glissant sous les armures et les vêtements. En hiver, la pierre du chemin de ronde était recouverte de givre ou de neige, glissante, et le froid y était si intense que les gardes pouvaient littéralement geler sur place, incapables de bouger leurs doigts pour tenir une arme. Les hoods, bien qu'offrant un peu d'abri latéral, étaient des pièges à vent.
les courants d'air s'y engouffrant par les ouvertures de tir. Monter en sentinelle sur le rempart par une nuit d'hiver n'était pas seulement un devoir, c'était une peine risquant la mort. C'était la défense active qui exigeait ce sacrifice, transformant le soldat en victime consentante des éléments pour la sécurité de tous. Les créneaux et les merlons, ces découpures caractéristiques du haut des murs, n'étaient pas là pour le décor, ils offraient un abri alterné pour les tireurs. Mais ils laissaient aussi passer le vent en rafale, créant des tourbillons imprévisibles sur le chemin de ronde. Toute la structure supérieure du château, dédiée à la surveillance et au tir, était un enfer venté et glacé. Les latrines méritent une mention spéciale dans ce palmarès du froid. Souvent, elles étaient conçues comme de petits cabinets de pierre en saillie sur le mur, avec un siège percé au-dessus du vide. Un conduit descendait le long de la muraille jusqu'au fossé ou à une fosse en contrebas. Ce système, hygiénique en théorie, était une catastrophe thermique en hiver. D'abord, l'ouverture sous le siège était une source directe de remontée d'air froid. Un courant d'air glacial montait en permanence du puits ou du fossé, créant un effet de ventilation inverse des plus désagréables. Utiliser les latrines était une expérience atroce, exposant les parties intimes à un vent glacé venu des profondeurs. Ensuite, l'air humide et froid des fosses, chargé d'effluves, stagnait et remontait partiellement par ces conduits, contribuant à l'humidité et aux mauvaises odeurs à l'intérieur des tours. La nuit, se rendre aux latrines, souvent situées dans une tourelle ou un recoin froid, était une expérience redoutée. Beaucoup préféraient sans doute utiliser un pot, aggravant les problèmes d'hygiène à l'intérieur, mais sauvant au moins leur corps d'un choc thermique localisé très désagréable. Là encore, un élément nécessaire à la vie courante se muait en source de froid. Les fossés, enfin, jouaient un rôle paradoxal. Remplis d'eau, ils constituaient un obstacle formidable. En hiver, cette eau pouvait geler, rendant la traversée plus facile pour un assaillant, mais ce n'était pas le principal problème thermique. Même gelés, ou à moitié gelés, les fossés émettaient une humidité glaciale constante. L'air au-dessus d'une étendue d'eau ou de glace était toujours plus froid et plus humide. Cette masse d'air froid stagnait dans les fossés, puis, par les vents et les mouvements d'air naturel, remontait vers les murs du château, contribuant à l'humidité permanente qui imprégnait les pierres basses. Les salles donnant sur les fossés, au niveau du rez-de-chaussée, étaient donc encore plus froides et humides que les autres. Le fossé, barrière défensive, était aussi une ceinture de froid humide qui enserrait la base de la forteresse. Ainsi, chaque détail architectural du château, du plus petit au plus grand, participait à cette trahison thermique. La forteresse était un système conçu pour la guerre, optimisé pour tuer et repousser, pas pour abriter confortablement. L'efficacité défensive primait absolument sur le confort, et en hiver, cette priorité se payait au prix fort. Les défenseurs, en voulant se protéger des autres hommes, avaient construit une prison de froid pour eux-mêmes. Cette ironie cruelle devait être palpable chaque jour. Le seigneur, dans sa grande salle, pouvait se féliciter de la hauteur de ses tours et de l'épaisseur de ses murs, mais ces mêmes tours et murs condamnaient à ses gens à grelotter, et lui-même à vivre dans un inconfort permanent. Le château était une merveille d'ingénierie militaire qui échouait totalement en tant que système d'habitation face aux éléments. Cette défaillance n'était pas un accident, elle était inhérente à sa fonction. On construisait pour résister à un siège de quelques semaines, pas pour affronter un siège de plusieurs mois mené par l'hiver lui-même. La survie dans ce contexte devenait donc un combat contre son propre refuge, une lutte pour trouver des interstices de chaleur dans une machine conçue pour être imprenable, mais aussi impitoyablement froide. Chaque pierre racontait cette double histoire, celle de la puissance et celle de la souffrance, celle de la domination et celle de la vulnérabilité humaine face à un ennemi bien plus implacable que l'armée d'en face, le climat. Cette lutte constante, ce sentiment que chaque détail architectural travaille contre vous, trouve son origine dans une propriété physique fondamentale et implacable, l'inertie thermique de la pierre. C'est le concept central qui rend toute tentative de réchauffer durablement le château non pas difficile, mais pratiquement vouée à l'échec. Imaginez non pas un mur, mais une gigantesque éponge de pierre, pesant des milliers de tonnes. Cette masse a une capacité phénoménale à absorber et à stocker l'énergie thermique, que ce soit de la chaleur ou du froid. Et c'est là le drame. Le processus ne commence pas en hiver, mais dès l'automne. À mesure que les jours raccourcissent et que les nuits deviennent plus fraîches, la température extérieure baisse lentement. La masse énorme des murs
des tours, des fondations, entrent alors dans un cycle lent et inéluctable. Elles commencent à se refroidir. Mais ce refroidissement n'est pas superficiel, il est profond. La pierre épaisse de plusieurs mètres met des semaines à égaliser sa température avec celle de l'air ambiant. Elle absorbe le froid nocturne, le stocke dans son cœur et le restitue lentement durant le jour, mais jamais assez pour se réchauffer vraiment avant que la nuit suivante n'apporte une nouvelle dose de froid. Ainsi, lorsque le cœur de l'hiver arrive, avec ses gelées durables et ses températures négatives, le château n'est plus une structure neutre. Il est devenu un réservoir colossal de froid, une batterie chargée à blocs d'énergie glaciale. Toute cette masse est désormais à une température proche de celle du sol et de l'air extérieur. Et c'est cette masse qui définit le climat intérieur. Lorsque vous allumez un feu dans la grande cheminée, vous ne vous battez pas simplement contre l'air froid de la pièce. Vous vous battez d'abord contre les murs, le sol et le plafond de pierre qui vous entoure. La chaleur produite par les flammes a une priorité. Elle va d'abord tenter de réchauffer la surface immédiate des pierres autour de l'âtre. C'est un processus incroyablement inefficace. La pierre est un bon conducteur thermique, elle absorbe cette chaleur et la conduit vers son cœur froid, la dissipant littéralement dans l'épaisseur du mur. C'est comme verser une tasse d'eau chaude dans un seau géant rempli de glace pilée, l'effet est négligeable. Pendant des heures, le feu travaillait ainsi à réchauffer les premiers centimètres de pierre, sans que la température de l'air ne monte de façon significative. C'est ce qui explique cette sensation si frustrante et si souvent décrite à voir un feu imposant, crépitant, et pourtant sentir un froid intense vous venir des murs. La chaleur rayonnante du feu vous atteint sur une face, mais le froid radiatoire émis par la surface glaciale des murs à seulement quelques mètres vous atteint sur les côtés et dans le dos. Vous êtes en permanence entre ces deux sources. Et lorsque le feu finit par s'éteindre, le peu de chaleur qu'il a réussi à communiquer à l'air ambiant est rapidement absorbé par la pierre, qui agit comme une éponge, restaurant en quelques heures l'équilibre thermique dominé par son énorme réserve de froid. Une salle qui paraissait presque confortable en fin de soirée redevient un congélateur en pierre au milieu de la nuit. Il n'y a pas de mémoire de la chaleur, seulement une lente et lourde inertie qui favorise toujours le statu quo froid. Les rares journées comme d'hiver ensoleillées ne changent pratiquement rien à cet état de fait. Le soleil bas de l'hiver frappe les muraillés avec une faible énergie. Ces rayons, même s'ils apportent un peu de lumière et une illusion de chaleur, n'ont aucune chance de pénétrer ou de réchauffer l'épaisseur des murs. Ils peuvent tiédir légèrement la surface extérieure de la pierre, mais cette chaleur superficielle est immédiatement emportée par le vent ou absorbée par la masse froide sous-jacente. À l'intérieur, vous ne ressentez strictement rien de ce soleil. Les fenêtres étroites ne laissent entrer qu'un faible rayon, souvent insuffisant pour réchauffer l'air et certainement pas pour attaquer la froideur des murs. Le château reste sourd aux variations météorologiques quotidiennes. Une tempête de neige, un redout de quelques degrés, tout cela est noyé dans l'immense inertie thermique de l'édifice. Seul le changement de saison sur des semaines et des mois peut inverser lentement la tendance. Cette réalité physique anéantissait le concept même de chauffer la maison. Cette idée nous est tellement familière qu'elle semble universelle. Mais au Moyen-Âge, dans un château de pierre, c'était une utopie. Personne ne pensait qu'il était possible de rendre l'ensemble du bâtiment chaud. L'objectif, l'ambition maximale, était de créer des poches de chaleur temporaires et localisées, une bulle d'air tiède autour de la cheminée de la grande salle, un microclimat sous les courtines d'un lit, une zone de confort relatif dans la cuisine près du four. En dehors de ces bulles, le froid régnait en maître et absolu. C'était l'état normal, par défaut. La pierre imposait sa loi. Cela signifiait que chaque activité, chaque déplacement, était une transition entre ces bulles. Quitter la grande salle pour aller aux latrines, c'était passer d'un monde à un autre. Se rendre à la chambre à coucher, c'était traverser un no man's land glacé pour atteindre une autre bulle qu'il faudrait à son tour chauffer péniblement avec son corps et peut-être un brasero. Cette inertie dictait aussi les rythmes de la journée. On retardait le moment de quitter la bulle chaude du lit. On se regroupait le plus longtemps possible dans la salle commune autour du feu du soir. On planifiait les tâches pour minimiser les expositions inutiles. La vie s'organisait en orbite autour des sources de chaleur, comme des planètes autour d'un soleil trop faible. Et même à l'intérieur de ces orbites, la présence massive de la pierre froide à proximité rappelait constamment la précarité de la situation. On ne pouvait jamais s'installer vraiment
se détendre complètement dans la chaleur, car celle-ci était toujours fugace, toujours en train d'être absorbée, digérée par l'ogre de pierre silencieux. L'inertie thermique rendait donc la vie intérieure du chaude non seulement froide, mais fondamentalement instable et épuisante sur le plan psychologique. Chaque gain de chaleur était à être une victoire temporaire, aussitôt menacée par la lente et inexorable reconquête du froid stocké dans les murs. C'était une bataille contre un ennemi qui ne contre-attaquait pas, mais qui résistait simplement par sa présence massive, écrasante, et par sa capacité à transformer toute énergie en son contraire. Le printemps lui-même mettait des semaines à réchauffer la forteresse, la pierre libérant avec la même lenteur opiniâtre le froid qu'elle avait mis tout l'hiver à accumuler. Cette inertie n'était pas un défaut de construction, c'était une caractéristique intrinsèque de la bâtisse, la conséquence directe de son matériau et de sa vocation défensive, et elle faisait de chaque hiver une épreuve de patience autant que de résistance physique. Face à cette inertie thermique écrasante et aux souffrances qu'elle engendrait, les hommes n'ont pas simplement subi. Lentement, au fil des siècles, une évolution timide mais réelle a pris forme, non pas dans une révolution soudaine, mais dans une série d'adaptations pragmatiques, de petits ajustements architecturaux et domestiques qui cherchaient à adoucir le rapport de force entre le corps humain et la pierre glaciale. Cette évolution ne concernait au début que l'élite, bien sûr, mais elle traçait une voie vers un confort relatif. La première et plus importante de ces adaptations fut l'abandon partiel du gigantisme glacial de la grande salle comme espace de vie quotidien. À partir des XIVe et XVe siècles, pour les seigneurs les plus riches, apparaît la pièce plus petite, plus intime, souvent appelée le solar en Angleterre, la chambre chauffée ou l'étude. Il s'agissait d'une pièce de dimension modeste, parfois située à un étage, plus facile à chauffer car son volume d'air réduit offrait moins de prise à la stratification thermique et à l'inertie des murs. On y installait une cheminée de taille plus raisonnable, et les murs pouvaient être lambrissés de bois, offrant une barrière isolante contre la pierre froide. C'était le début d'une spécialisation des espaces. La grande salle restait pour les cérémonies et les repas communs. Mais pour la vie de tous les jours, pour lire, discuter, recevoir des proches, on se retirait dans ce cocon plus facile à rendre habitable. Cette simple réduction d'échelle était une avancée majeure. La cheminée elle-même évolua. Les énormes âtres ouverts, gouffres à chaleur, firent place dans les demeures les plus avancées à des cheminées à foyer fermé ou intégrant des éléments de maçonnerie plus complexes. L'innovation majeure fut le conduit sinueux. Au lieu de laisser la chaleur s'échapper directement par un conduit droit, on concevait des chemins de fumée qui serpentaient à l'intérieur des murs avant de sortir. Ces murs de briques ou de pierre autour du conduit absorbaient une partie de la chaleur de la fumée et la restituaient lentement dans la pièce. C'était le principe rudimentaire du poêle de masse. Ces cheminées plus efficaces, souvent surmontées d'un large manteau qui rayonnait aussi la chaleur, marquaient un progrès tangible. Elles consommaient moins de bois pour un résultat plus constant et moins fumant. On vit aussi apparaître des poêles en faïence dans certaines régions d'Europe centrale et bien plus efficaces, mais ils restaient rares et coûteux dans les châteaux français ou anglais. L'usage des tapisseries murales prit une dimension nouvelle. Elles n'étaient plus seulement des symboles de richesse et des décors narratifs, elles devenaient des éléments d'isolation à part entière. Accrochées sur les murs de pierre, ces étoffes épaisses, souvent en laine, créaient une couche d'air stagnant entre le tissu et la paroi froide. Cette couche d'air agissait comme un tampon, réduisant le rayonnement froid direct de la pierre vers les occupants de la pièce. Elles atténuaient aussi les courants d'air qui pouvaient glisser le long des murs. Dans les chambres, on doublait parfois les tentures ou on utilisait des cuirs gaufrés ou des boiseries pour couvrir les murs. C'était une lutte active contre la froideur radiative des matériaux de construction. De même, les tapis sur les sols, encore rares, commençaient à apparaître, protégeant les pieds du contact direct avec la pierre ou le sol de terre battue gelée. L'agencement même des espaces de vie se modifia. On comprit que vivre en hauteur dans les tours était un calvaire thermique. Les tours étaient exposées de tous côtés, leurs murs minces par rapport à leur hauteur, et les vents les balayaient sans pitié. Peu à peu, les appartements seigneuriaux quittèrent les étages supérieurs des donjons pour s'installer dans des ailes basses, des corps de logis adossés aux remparts intérieurs, parfois même au premier étage au-dessus de caves ou de cuisines, profitant ainsi de la chaleur résiduelle montant des étages inférieurs.
La recherche de l'ensoleillement devint aussi un critère. On perça davantage de fenêtres, plus larges, sur les façades sud, et on les équipa de vitres. Le verre à vitre, longtemps un luxe extrême, se démocratisa un peu parmi l'aristocratie au XIVe et XVe siècle. Une fenêtre vitrée changeait tout, elle, laissait entrer la lumière et un peu de chaleur solaire tout en bloquant le vent et une partie du froid. C'était une révolution pour le confort et le moral. Le lit, cette capsule de survie, se sophistiqua encore. Les baldaquins devinrent de véritables pièces de menuiserie, parfois intégrant des tiroirs, des étagères et des rideaux si épais qu'ils formaient une pièce dans la pièce. On ajouta parfois un ciel de lit en tissu, une sorte de plafond textile qui empêchait encore mieux la chaleur de s'échapper vers le haut. La literie aussi s'améliora pour ceux qui en avaient les moyens, avec des édredons en duvet d'oie plus légers et isolants que les lourdes couvertures de laine. L'idée de créer un microclimat personnel atteignait son apogée dans ces lits de coffre. Des lits encastrés dans des alcôves fermées par des portes, qu'on trouve dans certaines régions froides comme l'Écosse. C'était l'aboutissement logique de la quête d'une bulle thermique. Ces évolutions, il faut le répéter, étaient lentes, inégales géographiquement et socialement, et souvent réservées à une infime minorité. Un château féodal du XIe siècle et un manoir de la fin du XVe siècle offraient des expériences hivernales radicalement différentes à leurs propriétaires. Mais pour l'immense majorité soldats, servants, paysans, ces améliorations restaient lettres mortes. Ils continuaient à souffrir dans les architectures anciennes, dans les dépendances non rénovées, sans accès aux vitres, aux tapisseries fines ou aux cheminées à conduits sinueux. Le progrès du confort thermique fut, comme beaucoup d'autres, un vecteur d'inégalité. Il montrait cependant une prise de conscience. L'homme médiéval tardif n'acceptait plus aussi passivement l'hostilité de son propre habitat. Il cherchait, par l'ingéniosité et de l'investissement, à amadouer la pierre, à détourner les lois de la physique à son avantage, dans la mesure du possible. Ces adaptations n'ont pas vaincu le froid. Une nuit de grand gel dans un manoir de la Renaissance restait une épreuve. Mais elles ont créé des espaces où la vie n'était plus une lutte perdue d'avance, où l'on pouvait, à défaut de chaleur généralisée, trouver des refuges efficaces, des zones de répit qui permettaient de préserver la santé et peut-être un peu de sérénité. C'était un premier pas, timide et coûteux, vers l'idée que la maison devait protéger des hommes, certes, mais aussi et surtout des éléments. Une idée qui ne deviendra vraiment centrale qu'avec les technologies des époques modernes. Ces changements architecturaux sont les témoins silencieux d'une bataille millénaire, celle que l'homme a menée pour ne plus simplement survivre à l'hiver dans sa forteresse, mais pour y vivre autant que faire se peut. Ces adaptations architecturales tardives, bien que limitées, révèlent une prise de conscience. Mais l'héritage le plus profond du froid ne se trouve pas seulement dans la pierre modifiée, il est inscrit dans la chair des habitudes, dans les lois non écrites de la vie commune et dans la psyché collective. Survivre à l'hiver, année après année, a façonné une culture, des comportements sociaux et une vision du monde dont les échos résonnent encore. Le froid était bien plus qu'une condition météorologique, il était un acteur social de premier plan. Prenons les rituels de la vie quotidienne. La grande salle, avec sa cheminée centrale, n'était pas seulement un espace, c'était le cœur thermique et social de la communauté seigneuriale. S'y rassembler le soir n'était pas un choix, c'était une nécessité de survie. Cette obligation à forger une culture de la vie en commun, de la conversation près du feu, de la narration pour passer les longues heures. Le feu était le point focal, littéralement et métaphoriquement. La hiérarchie se lisait dans la distance à ce foyer, mais le partage de sa chaleur créait aussi un lien, une communauté d'intérêt face à l'ennemi extérieur. De même, la pratique du partage du lit, si courante, n'était pas seulement une question d'économie d'espace, c'était un pacte de survie mutuelle qui transcendait les notions d'intimité moderne. La chambre à coucher n'était pas un sanctuaire privé, mais un lieu de regroupement stratégique. Ces habitudes ont persisté bien après que la nécessité thermique ait diminué, inscrivant dans les mœurs une certaine idée de la vie communautaire et de la proximité physique. Le froid a aussi structuré l'économie et le droit d'une manière très concrète. L'accès à la chaleur était une ressource codifiée. Les contrats de servage ou de service spécifiaient souvent des droits au feu ou des stipendes de bois. Un serviteur pouvait recevoir, en plus de sa nourriture, une quantité déterminée de bûches pour son propre chauffage. Ce n'était pas un détail, c'était une part essentielle de sa rémunération, une monnaie vitale. Le vol de bois était un crime grave, car il équivalait à menacer la survie d'autrui. Pour la noblesse,
La gestion des forêts et des réserves de bois était une préoccupation stratégique majeure, aussi importante que celle des greniers. Le contrôle de cette ressource était un levier de pouvoir. On comprend alors comment le froid a pu influencer les relations économiques et les structures de dépendance. Celui qui contrôle le feu contrôle une part de la vie des autres. L'expérience du froid a profondément marqué l'imaginaire et la spiritualité médiévale. L'hiver n'était pas perçu comme une simple saison, mais comme une force quasi surnaturelle, une épreuve envoyée par Dieu, une purification douloureuse. Dans l'art et la littérature, l'hiver est souvent associé à des thèmes de mort, de pauvreté et de purgatoire. Les enluminures montrent des paysans grelottants, des voyageurs perdus dans la neige. Cette saison était une métaphore de la fragilité humaine, de la précarité de l'existence. Les grandes famines et mortalités hivernales renforçaient cette perception d'un châtiment divin ou d'un test. Cette vision a influencé la religiosité populaire avec des prières et des invocations spécifiques pour être préservé du froid et de la faim. L'hiver était une leçon d'humilité et de résignation à la volonté divine, une période où l'on expiait ses péchés dans la souffrance partagée. Cette empreinte est profonde, elle a contribué à forger une mentalité où la souffrance physique était une donnée normale, voire une voie de rédemption. Cette acceptation de la douleur et du risque permanent était peut-être l'héritage le plus fondamental. La société médiévale, surtout pour les classes populaires, était une société de l'endurance. La tolérance à l'inconfort, à la maladie, à la mort précoce était bien plus élevée que dans nos sociétés modernes. Cela ne signifie pas que les gens ne souffraient pas, ils souffraient atrocement. Mais cette souffrance était intégrée dans le cadre normal de l'existence. Le froid hivernal était l'un des principaux vecteurs de cette normalisation de la douleur. Les rhumatismes, les toux chroniques, les engelures étaient des maux attendus, des compagnons annuels. Cette résignation n'était pas de la passivité, mais une forme de résilience psychologique nécessaire. Elle produisait une vision du monde fataliste, où l'on avait peu de prise sur son environnement, où la survie était une victoire en soi, et où la planification à long terme était souvent vaine face à l'imprévisibilité des éléments. Cette mentalité a dû influencer les comportements face aux risques, à la guerre, à la maladie, forgeant un tempérament à la fois stoïque et profondément pessimiste. Comprendre cette bataille constante contre le froid est donc essentiel pour saisir l'essence même de la vie médiévale, bien au-delà de l'architecture. Cela explique la lenteur des déplacements l'hiver, la concentration des activités sociales autour du feu, l'importance cruciale de la solidarité familiale et communautaire, et même les cycles de la violence, souvent plus calmes en hiver par simple impossibilité logistique. Survivre à une nuit, puis à une saison entière, était un accomplissement collectif et individuel. Chaque printemps qui arrivait était une délivrance, une renaissance qui devait être célébrée avec une ferveur que nous peinons à imaginer. Le legs de ce froid est ambivalent. D'un côté, il a engendré des souffrances immenses, des inégalités criantes et une vision du monde empreinte de noirceur. De l'autre, il a forcé l'invention de stratégies de coopération, a donné une valeur inestimable aux ressources simples comme le bois et la laine, et a ancré dans les esprits une certaine idée de la résistance et de la persévérance. En visitant aujourd'hui ces châteaux de pierre, vides et silencieux, il est facile d'y voir seulement la puissance militaire ou la grandeur seigneuriale. Mais il faut aussi y entendre l'écho du grésillement des feux, le grincement des dents, la toux persistante dans l'obscurité, et sentir le poids des lourdes tentures qu'on tirait pour s'isoler d'un monde gelé. C'est dans cette lutte quotidienne, banale et héroïque à la fois, que se niche une part fondamentale de notre histoire, une mémoire du froid qui a façonné, pour un temps, l'humanité elle-même.